d'Abidjan une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité. Actualité fortement marquée par le bilan des élections municipales et régionales du samedi 2 septembre dernier qui s'annonçait comme un vrai test avant la présidentielle prévue en 2025, un test sur fond d'évaluation du climat politique dans le pays et surtout le réel poids des formations politiques en présence. Dans le jeu, un exercice intéressant parce que tous les principaux partis politiques étaient en lice, le RHDP largement en tête, le PDCI-RDA qui a résisté tout de même, le PPACI avec une maigre moisson, le FPI bredouille et les indépendants qui ont déjoué bien de pronostics 6 jours après la fin de la proclamation des résultats. Nous faisons ce soir le point et tirons toutes les leçons de ces élections locales aux enjeux hautement nationaux. Voilà donc pour le menu qui nous attend ce soir avec moi en plateau. Pour en parler, Dr Eddy Guipier, il est politiste, enseignant-chercheur à l'université Peleforogon Koulibaly de Korogo. Bonsoir à vous et bienvenue, docteur. Bonsoir Ali. Merci d'être là. Merci beaucoup. Professeur Ngoran Bangali, analyste politique, enseignant à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, spécialiste des relations internationales. Bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir Ali. Merci d'être là. Merci beaucoup. Un visage qu'on n'avait pas vu depuis quelques mois, Guillaume Bateau, journaliste, directeur général de Notre Voix. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Guillaume, tout va bien? Ça va. Pourquoi on ne vous voyait plus? On ne m'invitait pas. Ah, vous ne pouvez pas dire ça, Guillaume Bateau. On vous a contacté à plusieurs reprises, vous n'étiez pas disponible. D'accord. Bon, on avait la tête de le guidon. Parfait. Je suis content d'être là. Félicitations à vous. Merci à mes supporters qui m'ont réclamé. Ah, d'accord, très bien, on verra bien. Franck-Stéphane Dédy, un autre visage qu'on n'avait pas vu depuis quelques mois également, consultant international en stratégie et finance, analyse politique. Bonsoir Franck-Stéphane. Bonsoir Ali. Merci d'être là. Merci. Tout va bien? Oui, ça va. Parfait. Jean-Yves Sissesso, analyste en sociologie politique. Bonsoir et bienvenue Jean-Yves. Bonsoir. Vous, ça fait quelques semaines? Oui, ça va, tout va bien? Nous sommes en deuil. En deuil, exactement. C'est pour ça qu'on ne s'exprime pas trop sur les plateaux. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Aristide Nkenda, communicant, journaliste éditorialiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Merci, ça va? Très bien. Parfait. Si tout va bien, tant mieux. Monsieur, vous le savez, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, le parti au pouvoir, a largement remporté les 2 scrutins marqués par une participation de 36,18% pour les municipales et 44,61% pour les régionales, selon les résultats compilés de 30 régions sur 31 et 199 communes sur 201. Le parti du président Ouattara est sorti vainqueur dans 123 communes et 25 régions, soit au moins 31 communes et 7 régions de plus que lors des précédentes élections locales en 2018. On fait le point avec Thiem Edandje, messieurs, on en parle juste après. À l'image des municipales, le RHDP, parti au pouvoir, plane sur le scrutin régional. Sur 30 régions, dont les résultats ont pu être proclamés par la CEI, Commission électorale indépendante, la formation politique du président Alassane Ouattara s'offre 25 régions. Outre le contrôle total du septentrion du pays, avec l'Abagoué, le Poro, le Tchologo, le Ambol, le Kabadougou, le Worodougou, le Béré et le Bafing, le parti présidentiel s'empare du Béké, de l'Indénié du Ablin, du Sud Comoé, du Hunzi, de la Maraoué, du Tonki et du Go. À ces circonscriptions s'ajoutent les exploits réalisés par ses porte-étendards dans le Haut-Sassandra, le Lodibois, la région de San Pedro et surtout le Cavalier et les Grands Ponts, avec les belles performances de la ministre Anne-Désirée Ouloto et Emmanuel Esmélessis. Échappent par contre au contrôle du parti présidentiel 5 régions du pays. Sur la liste, 3 auront à leur tête des cadres issus du PDCI. Ce sont notamment l'Ifou, le Bélier et le Moronou. Dans ces régions se sont imposés les candidats du vieux parti, dont Aka Véronique qui a défait le président sortant, Pascal Afing-Guessant. Sur la carte du pays, le RHDP perd une région sous son emprise avant le scrutin. L'Anawa, porte d'entrée du sud-ouest. Son candidat, Alain Donvaï, s'y est incliné sur le fil face au candidat de l'Alliance PDCI-PPACI qui enregistre sa première victoire aux élections régionales. Un indépendant, Kébé Mamadou, lui, prend les commandes du Boclé où il a défait les candidats du RHDP et du PPACI, Damana Adia Pikas, l'une des grosses figures de la compétition électorale dans cette contrée du pays. Restent attendus les résultats dans le Guémont, où le président sortant, Seredo Di Adjaro, pourrait, en cas de victoire, porter à 26 le nombre de régions aux couleurs du RHDP.
Les qualificatifs, justement, pour commenter cette victoire du RHDP, cette large victoire, sont divers et variés. Il y en a qui ont parlé de marée orange, il y en a qui ont parlé de razzia. Messieurs, quelles leçons tirez-vous de cette grande victoire du parti au pouvoir à ces élections locales? Professeur Bangali. Ouais, je pense que c'était une victoire attendue pour moi. Et je sans surprise? Oui, sans surprise. Ce qui surprend, c'est l'ampleur, mais pas la victoire en elle-même. Parce que je l'avais déjà ici expliqué que du fait de la configuration, même de la cartographie des communes, le parti qui avait le Grand Nord comme bastion partait déjà d'office avec 76 communes pratiquement acquises. Je pense que par le passé, ce découpage avait fait dire aux opposants que Houphouët-Boigny l'avait favorisé pour faire du nord de la Côte d'Ivoire en griffe son bétail électoral. Donc de sorte que après que le RDR soit sorti du PDCI, le RDR qui est donc le noyau central du RHDP, donc qui hérite de ce bastion-là, il partait forcément avec un avantage sur les autres des 76 communes. C'est ce qu'on a constaté lors de la présentation des différentes listes de candidatures, dans la mesure où la plupart des communes du Nord étaient couvertes seulement, sinon l'intégralité était couverte seulement par le RHDP. Les autres partis n'avaient pas été capables de présenter des candidats dans toutes ces circonscriptions. Donc déjà pour cette première raison... Quand vous dites que les autres partis ne sont pas capables, c'est un discours qu'on a l'habitude d'entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres partis... C'est un échec de leur part. La faute n'est pas à ceux qui couvrent la région. La faute est à ceux qui ne sont pas capables parce qu'ils n'ont pas fait... Par le passé, par exemple, l'ancien FPI avait fait le choix de s'appuyer dans l'implantation dans cette région. Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Le FPI... Mais quand vous aurez la parole, vous allez le rappeler. Bon, ne vous inquiétez pas. Non, il faut que le docteur... Non, mais ne vous inquiétez pas. Le FPI, c'est que dirigeait Laurent Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo... Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Il faut le dire clairement. Donc, s'il vous plaît. Le FPI d'avant 2010 s'était appuyé sur une stratégie d'implantation au nord qui était focalisée sur les fonctionnaires qui étaient en fonction dans les localités de l'intérieur. Et donc, il n'y a pas eu cette stratégie de s'appuyer sur des originaires essentiellement en dehors de la région du Poro, de ce qui était la région du Poro par le passé. Donc, avec la crise et disons, les inimitiés qui sont nées, il a été difficile pour ce parti-là de se réinstaller là-bas. Donc, la première raison, pour revenir au sujet du jour, la première raison, c'est qu'il y avait déjà cette avance de un tiers des communes qui étaient d'office acquis au parti au pouvoir. La deuxième raison, c'est que finalement, les élections en Côte d'Ivoire sont devenues un jeu d'argent. Parce que quand vous regardez le profil de tous ceux qui ont été élus, que ce soit dans l'opposition comme pour le parti au pouvoir, ce sont soit des PCA, ce sont soit des DG, ce sont soit des anciens ministres ou des ministres en exercice, ou des entrepreneurs à succès. Quand on prend par exemple à Cocody, Jean-Marc Yassé, c'est un entrepreneur. Bon, pour ceux qui sont de l'opposition, quand on va à Port-Boué, Dr Emou, c'est un entrepreneur. Et quand vous prenez la liste de ceux qui ont été élus du côté du parti au pouvoir, ce sont des grands commis de l'État qui disposent de la manne publique, qu'ils gèrent bien sûr sans contrôle. Et donc, étant donné que nous sommes dans une compétition qui est devenue un jeu d'argent, forcément, c'est le parti qui est au pouvoir. Et donc, il y a sa machine électorale qui est huilée par la manne publique, qui aura tendance à se dilater quand il est au pouvoir, mais bien sûr, quand vous perdez le pouvoir... J'ai envie de vous demander, est-ce que par le passé, les autres partis au pouvoir ont toujours eu cette hégémonie sur le jeu politique? Le PDCI, je parlais du FPI quand il était au pouvoir. Guillaume Bateau, vous n'allez pas me contredire sur ça, j'imagine. Le PDCI également quand il était au pouvoir. Le PDCI, oui. Le FPI, dans une moindre mesure, parce que le FPI, chose curieuse, en 2001, ils étaient au pouvoir, mais ils ont perdu la législative face au RDR. Municipal. Pardon, le municipal, parce qu'ils avaient eu, je me rappelle, 34 communes contre 64 pour le RDR. Et là, ça nous ramène à la première analyse qui dit que le parti politique qui a pour bastion le Grand Nord part avec un avantage en termes de sommes numériques, de communes à récolter. Je pense que les municipales de 2001 en sont une confirmation, justement. Donc, pour moi, pour ces deux raisons-là, la victoire du RHDP était forcément attendue parce qu'ils ont le pouvoir économique de persuasion. Ensuite, on a écouté ensemble le discours de campagne qui tournait autour de ce que j'ai appelé le chantage aux infrastructures. On a demandé aux populations de choisir entre le fait de ne pas voter le parti au pouvoir, donc de tourner le dos au développement, et puis la deuxième option, qui est de voter le RHDP et donc d'embrasser le développement. Je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils ont été pragmatiques, ils ont choisi le développement. Et donc, on s'y attendait. Mais par contre, là où on est surpris, c'est au niveau de l'ampleur de la victoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, historiquement, chaque parti a ce qu'on appelle un électorat captif. Et si, autant il est vrai que l'électorat captif du RHDP, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, autant dans l'ouest et dans le sud, c'est l'électorat captif du PPACI. Mais on s'est rendu compte qu'en présence de tous ces cadres, en présence de son leader historique,
l'électorat captif du PPACI a été pratiquement englouti par le RHDP. On en parlera tout à l'heure. Je pense qu'on en parlera et pour moi, c'est ça la grande surprise. D'accord, très bien. Guillaume Bateau, tout à l'heure, vous estimez que, parlant de l'ex-FPI, pour faire référence au PPACI d'aujourd'hui, vous estimez que ce n'est pas correct? Non, il n'y a pas d'ex-FPI. Il y a le FPI. Le président Gbagbo a décidé de créer le PPACI. Il faut l'assumer. Non, il n'y a pas d'ex-FPI. Donc cette précision étant faite, Oui. comment vous réagissez, vous, à cette hégémonie du RHDP au terme de ces élections? Professeur Bangali l'a dit un peu, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il explique. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Dites-le. Il dit que le feu, pas du feu boyer. Mais le président Bédia était au pouvoir. Il aurait pu rééquilibrer. Le président Gbagbo était au pouvoir. Ils auraient pu rééquilibrer. Il a fait. Gbagbo a fait. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Allez-y, Guillaume Le Bateau. président Gbagbo est arrivé au pouvoir en octobre 2000. Avant les élections de 2001, il aurait pu rééquilibrer pour que les communes qu'il a créées par la suite, que le président Ouattara a annulé, parce que les communes, le président Gbagbo les a créées en 2006-2007, en pleine crise. Bref, je dis, le président Bédia était au pouvoir pendant 6 ans, il aurait pu rééquilibrer. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cet argument de... Quand vous dites rééquilibrer, expliquez un peu plus pour nos Le président Bangali dit téléspectateurs. qu'il y a 76 communes au nord, et le sud était défavorisé, etc. C'est l'argument qu'il avance. Je dis, le président Bédier aurait pu faire en sorte que le sud aussi, il y a des communes... En créant beaucoup plus de communes parce que je prends... que celles existantes aujourd'hui. Quand le président Gbagbo a créé en 2006-2007, moi, par exemple, Dalleux, devait être une commune. Ça n'a pas été fait aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a ces équipes. Mais au-delà de ça, l'électorat ivoirien est un électorat légitimiste. Généralement, la prime va au parti au pouvoir. C'est vrai, on a parlé du cas du FPI. C'est le seul cas où le parti au pouvoir a perdu les élections en 2001. Mais ça... C'est une sacrée performance. C'est une sacrée performance. C'était le choix du président Gbagbo, qui avait, à l'époque, je me souviens très bien, on avait voté même... On avait voté même avec le permis de conduire, etc. Bref, pour dire quoi? Pour dire que l'électorat ivoirien est légitimiste. En plus, et le président Bangali sur ce point a raison, ce sont les moyens. Vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous faire élire en Côte d'Ivoire. Il faut le dire clairement. Et les populations, je ne leur fais pas le reproche, mais parce que malheureusement, les élus, quand ils sont élus, après on ne les voit plus. Donc les populations se disent, pendant l'élection, tant qu'à faire, entre guillemets, donnez pour nous. Parce qu'après, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Donc on ne peut pas le reprocher aux populations. Mais quand vous n'avez pas de moyens, une élection, ça coûte cher. Entre les affiches, les t-shirts, le carburant, les dons à faire aux populations, ça coûte de l'argent. Et si vous n'en avez pas, ayez un programme que vous voulez, que vous voulez, vous perdez. Ce que vous êtes en train de dire, c'est un peu grave, hein, monsieur. Je vous comprends. Mais ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'élection sur fond de choix des programmes proposés par les candidats. Ali, on achète les consciences. Je prends le cas simplement du Moronou avec le président Afi. Le président Afi a un bon bilan. On va en parler, hein. On va en parler. Il avait un bon bilan, mais il a été battu par ce que j'appelle la coalition des milliardaires. Bon, on en reparlera, Guillaume Bateau. Pour l'instant, on parle du RHDP. Pour être honnête, le RHDP, pas avec le bénéfice des moyens, voilà. Vous avez vu qu'il avait déjà fait le choix d'aligner toutes ces grosses pointures. Très bien. Le président d'institution, le Premier ministre... Quoique, il y a les présidents d'institutions qui ont perdu. Il y a les ministres qui ont perdu. Bon, le président d'institution qui perd, le président Aoussou, je suis désolé, mais bon, il perd dans une zone, le vote quand même, malgré tout, est encore communautaire. D'accord, très bien. PDCI a fait, le PPACI a fait campagne sur le rejet des autres, le tribalisme, etc. Donc, on vous a bien compris, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Mais on a vu le discours de J.J. Madi. Oui, on a vu le discours du président Youlaï. Les vidéos sont là. Guillaume, ce premier tour, vous êtes arrivé à votre terme. Je dis, premièrement, le RHDP a les moyens de l'État. C'est un parti structuré. Aujourd'hui, il y a le bilan du président Ouattara qui séduit les électeurs. Quand on voit les routes, quand on voit les ponts, même si certains estiment qu'ils n'en ont pas besoin, mais les populations voient l'électrification dans les villages, l'adduction d'eau en eau potable, tout ça, c'est alors qu'en face, pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, il n'y a pas d'autre. D'accord, on vous a compris, Guillaume. Voilà. On reviendra à vous tout à l'heure. Franck-Stéphane Dédi, vous, comment vous réagissez? Comme les autres, hein, c'était une victoire à laquelle il fallait s'attendre, globalement. Après, si vous voulez, moi j'ai... Avec cette ampleur-là ou... Oui, surtout que le RHDP bénéficie cette année du partenariat avec le FPI de Guillaume Bateau. Ça a sans doute dû
donné un coup de boost à la victoire du RHDP. Donc voilà, j'attendais même Guillaume pour le féliciter par rapport à ça. Merci beaucoup, je suis très heureux. Guillaume, s'il vous plaît, on les laisse terminer. Donc, après, comme je dis, il y a un biais naturel qui fait que l'analyse en soi de cette victoire-là est teintée en fait par ce biais-là, comme ils l'ont dit. La communalisation du pays, derrière laquelle il n'y a pas vraiment de rationnel ni numérique en termes de répartition des communes selon le nombre d'habitants, ce genre de choses. Donc, il y a ces vrais sujets-là qu'il faut peut-être poser sur la table. Sinon, la victoire en termes numériques du RHDP est sans appel. Les chiffres le disent. Donc, il n'y a pas de sujet à ce niveau. Pour moi, c'est quel est le rationnel derrière la communalisation du pays. C'est vrai que ça a commencé depuis Houphouët-Boigny. Les autres présidents, par la suite, ne l'ont pas corrigé. Donc, je vais parler des présidents Henri Konan Bédié et... Laurent Gbagbo? Non, Robert Guéhi. Le président Laurent Gbagbo qui a, comme Guillaume l'a dit, rééquilibré. Après, ça a été annulé par le président Alassane Ouattara. Donc, moi, j'ai du mal, en fait, à aller au bout de cette analyse à cause de ce biais initial. Par contre, et peut-être qu'on va en parler un peu plus en détail par derrière, c'est que nous sommes encore en 2023 et pour, permettez-moi l'expression, pour de simples élections municipales, on a encore des gabruges dans bien de parties du pays où il y a des casses d'urnes, où il y a des menaces verbales, des menaces physiques, où on parle de tout, sauf de ce qui concerne réellement les populations. Absolument. Et moi, j'ai un problème avec ça. Là, vous parlez du contenu de la campagne. Voilà, je parle du contenu de la campagne parce des messages que pour moi, et des programmes. Des programmes qui ne... Souvent, certains candidats ont écrit des programmes, mais à les écouter sur le terrain, ils parlaient de tout, sauf des vrais sujets. Je prends un exemple simple. J'ai eu l'opportunité de travailler il y a quelques années sur la stratégie nationale de développement de la riziculture. Et on a un rapport du CNRA qui date de 2004 qui dit que avec les anciens barrages dans la Maraoué, s'ils sont réaménagés et utilisés à leur pleine capacité, la Côte d'Ivoire peut être autosuffisante en riz et même peut être arrivée à exporter du riz, simplement avec la région de la Maraoué. Mais j'ai regardé la campagne du professeur ou docteur Zoro Bibalo, il n'en a parlé aucunement. Et là, ces dernières semaines, on a la flambée du riz et ce genre de choses. Donc je lui ai dit, voilà autant de sujets qui intéressaient les Ivoiriens, mais qui malheureusement ont manqué à l'appel pendant la campagne. Ça concerne seulement le RHDP ou tous les partis de façon générale? Tous les partis. Il ne faut pas faire la fine bouche. C'est un constat aussi que j'ai fait avec vous. Hein. C'est pour ça que je le rappelle. Tous les partis. C'est cela. Certains présentaient leur proximité avec le président de la République comme gage de développement, alors qu'ils ont été aux affaires 5 ans durant, ils n'ont rien fait. D'autres présentaient leur proximité avec certains leaders de l'opposition comme gage du fait qu'ils vont venir redévelopper les choses, alors que, bien qu'ayant été avec ces derniers-là, ils n'ont aussi rien fait. Donc, je veux dire que professeur Bangali, a parlé du jeu d'argent, a parlé de l'achat des consciences, Guillaume a renchéri également là-dessus. Mais en fait, pour moi, c'est à ce niveau-là que notre analyse doit être menée. Sinon, victoire du RHDP numériquement, je pense qu'on s'y attendait. Par contre, j'ai un autre biais. J'arrive pas à comprendre, en fait, le taux de participation entre les municipales et les régionales, avec à peu près 10 points de pourcentage. Donc, on a 36% au niveau de communal 41. Et puis 44% au niveau des régionales pour une élection qui se tient le même jour. Est-ce que ça veut dire que des gens sont venus et puis ils décident de ne pas voter pour les municipales et ils votent que pour les régionales et ils se retournent à la maison? De 2 à 3%, on peut le comprendre, mais jusqu'à 10%, j'ai un petit doute là-dessus. Mais bon, après, ça peut être des sujets qu'on... En tout cas, c'est une éventualité qui a été confirmée par des sources proches de la CEI. Non, Guillaume Bato, vous n'avez pas la parole. C'est pas une question. Vous n'avez pas la parole pour l'instant. Jean-Yves Sisseso, allez-y. Voilà. Permettez qu'on fasse un... C'est votre tour, justement. Allez-y. Merci. Alors, moi, je suis un peu... Je reste sur ma faim. Je suis un peu surpris quand on parle de razzia, quand on parle de raz-de-marée. Je dirais que ça me fait penser à la troisième fable de Jean de La Fontaine. La grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Vous voyez, quand on est un joueur, quand on est une équipe, on a l'arbitre de touche.
on a l'arbitre central, on a même la VAR. Mais on s'attend à gagner 10-0. C'est surprenant qu'il y ait des partis comme le PDCI qui aient été résilients et qui aient conservé des bastions très importants. Je suis surpris que le RHDP n'ait pas fait une razzia totale et tout ramassé. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire, comme disait mon ami Bangali tout à l'heure, vous avez dans le nord des communes où il y a 1000 habitants, il y a un maire. On fait un rapide calcul. Vous prenez 3 communes comme ça fait 3 maires. En dessous, vous avez, chez moi, à Lopou, on est 15 000. 15 000. Il n'y a même pas encore, c'est-à-dire qu'on est, pour l'instant, on est passé sous préfecture, donc bientôt on aura un maire, j'espère. Ça fait un maire pour 15 000 personnes. Quand vous additionnez le tout, mais au-dessus, là, vous avez 50 maires, 75 maires, et puis en bas, vous en avez 4 ou 5. Quand on fait un ratio du nombre d'électeurs, mais je ne parle pas de razzia, moi, je tire mon chapeau au PDCI qui, malgré toutes les difficultés, parce qu'on va en parler tout à l'heure de la CEI, c'est ce que je m'apprête à vous dire. Toutes les difficultés qu'il y a eu, ont réussi à conserver, ne serait-ce qu'Abidjan, les 4 communes les plus importantes d'Abidjan. Avec Cocody. Ça, c'est votre propos. Oui, mais tout à fait, tout à fait. Avec Cocody, qui est la commune présidentielle, on va dire. Avec le Plateau, qui est la commune des affaires. Avec Port-Boué, qui est la commune où il y a l'aéroport. Comme je dis, l'importance est relative. Tout à fait. Donc, vous savez, là où on se situe. C'est important de... on va parler des méthodes, justement. Allez-y. C'est important de relativiser et d'avoir le triomphe modeste. Parce que quand on voit qu'un président d'une chambre du pays tombe dans son fief, ça veut dire que le PDCI a quand même des ressources extraordinaires. Là, je vois que vous tirez le drap essentiellement dans le sens du PDCI, alors qu'on va en parler. C'est tout à fait normal. On va en parler. Dans la deuxième partie, on parle du PDCI. On va faire une analyse détaillée de tous les partis. Je suis d'accord. Je parlerai du parti de mon cher jeune frère Bateau, avec le milliardaire, parce qu'il parlait de milliardaire, il parlait de combat de milliardaire. Mais... Affingue, c'est un milliardaire. Non. Donc Vous faites des révélations ce soir, monsieur, finalement. Alors, on n'est pas là pour parler d'argent, s'il vous plaît, Guillaume Bateau. Jean-Yves, on n'est pas là pour parler d'argent. Tout à fait. Mais quand on dit que ma chère tata, Véronique Kaka, est une milliardaire et c'est pour ça qu'elle a gagné, mais je suis... il n'a pas dit comme ça, il a dit qu'il y avait des milliardaires derrière. Somme toute, mais très clairement, on va arrêter de parler d'argent. Voilà, très clairement. Est-ce que vous avez terminé votre analyse sur les RHDP ? Très clairement, il faut avoir le triomphe modeste. Il faut bien regarder ce qui s'est passé. Et quand on arrivera sur le problème de la CEI, on comprendra qu'effectivement, il y a des plaintes de part et d'autre. Je termine en disant un petit truc très simple. Quelle que soit la qualité de la commission électorale indépendante, quand en 2018, vous avez une région dans laquelle vous avez dû annuler les résultats, mais en 2023, le minimum, c'est de faire attention à cette région. Le Guémont, ça fait 2 fois, en 2018 et en 2023, qu'on annule les votes. Quand même, il faut qu'on soit un peu sérieux. Si vous savez qu'il y a une région où c'est compliqué, mais mettez ce qu'il faut pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. D'accord. Vous voyez, on en discutera très bien. Plus tard. Aristide ? Oui, je voudrais, avant de parler, revenir sur ce que ici ça dit, parlant du football, match de foot, ainsi de suite. Mais quand on va à un match de foot, on accepte les règles. Hein. Ce n'est pas quand on a fini de jouer le match qu'on vient dire que les règles ne sont pas bonnes. Ensuite, quand vous parlez du nombre de la population par région pour avoir des maires, dans ce cas, les villes comme Abidjan devaient avoir peut-être, en fonction des hommes, beaucoup plus de maires. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Alors une commune comme Yopougon ou Abobo pourrait avoir 4 ou 5 maires, quoi. Par exemple. Donc, ce sont les règles du jeu, nous sommes partis. Alors, vous êtes du PDCI-RDA, mais le PDC, c'est peut-être le plus vieux parti, c'est le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Vous êtes implanté au nord. Qu'est-ce qui se passe que vous ne soyez plus au nord? Mais vous êtes un parti, vous allez en compétition, vous parlez aux militants, vous vous implantez. Alors, je reviens à ce que professeur Bangali a dit concernant les moyens que les gens ont. Mais en 2001, le RD qui gagnait, quand le parti au pouvoir a perdu, c'était au pouvoir. Et quand vous dites, par exemple, que les gens, avec les ressources de l'État qu'on ne contrôle pas, mais attention, nous sommes sous l'ère Ouattara, nous ne sommes pas sous l'ère d'un autre président. Je vous ai toujours dit sur ce plateau, avec le président Ouattara, tout est contrôlé. C'est une gestion
normal et les gens ne peuvent pas s'amuser de mettre les mains dans les caisses d'État pour aller faire la campagne. Les gens, ils ont leur parti politique, ils s'organisent. Il peut arriver que dans le parti politique, les gens aient leurs moyens et ils ne vont pas se priver de prendre leurs moyens pour battre campagne. Donc, c'est au parti politique de s'organiser et il ne faut pas être de mauvais perdants. Quand vous avez perdu, il faut simplement reconnaître que celui qui est en face, qui est plus habile, plus agile, qui a une vision prospective, qui a anticipé tout et qui a donc préparé le terrain de sorte que son parti soit le premier parti. Vous avez vu la carte, on parle de marée orange, mais c'est parce que le président Ouattara a fait du travail et les populations ont voulu lui dire merci. Et c'est pour ça, parce que les élections locales, c'est des élections qui amènent ceux qui sont élus à apporter le développement dans ces régions-là. C'est ce que les gens attendent. Et quand les gens comprennent qu'ils ont été... je vous donne l'exemple dans le Tchologo. Nous sommes allés dans une région, on devait aller à Ouangoldougou et on a arrêté le cortège du candidat, du président du conseil régional, parce qu'il fallait qu'il visite un village qui s'appelle Nabengue. Et à Nabengue, ce que les gens ont expliqué, c'est qu'avant qu'il ne soit président du conseil régional, il n'y avait que 11 puits. Et en 5 ans, ils ont eu 36 forages. Et ils tenaient tellement à lui dire merci qu'ils ont stoppé le cortège pour que le cortège fasse escale, pour que les chefs lui disent merci. Je prends cet exemple pour dire quoi? Pour dire que les populations reconnaissent, ce n'est pas le discours... Quand vous avez un discours clivant, quand vous avez un discours qui ne colle pas, quand vous n'avez pas formé vos populations, quand vous n'avez pas travaillé sur tout, les populations ne peuvent pas vous le reconnaître. Donc, ce résultat, cette marée orange, c'est une façon de dire merci au président Ouattara qui a dit ce qu'il a fait et qui a fait ce qu'il a dit. Et je l'ai toujours dit, Ouattara est une école et les autres partis doivent s'inspirer de l'exemple du président Ouattara pour développer leur parti et faire en sorte que les prochaines années soient peut-être une marée bleue ou bien alors une marée verte. Bleu, une marée rose. Docteur Rudy Guipier, c'est à vous. Bon, effectivement, le temps que la parole arrive, bon, on va dire que je souscris un peu à ce qui a été dit sur ce plateau. Il y a eu beaucoup d'avis divergents aussi. Hein. Oui, mais on allait sur le même point à peu près, de se dire qu'effectivement cette hégémonie est confirmée, de se dire que Guillaume Bateau parlait de légitimiste, le président Laurent Gbagbo a parlé de légaliste, c'est-à-dire un alignement, quoique je ne souscris pas forcément à cette analyse, des électeurs vis-à-vis du parti au pouvoir. Il faut aussi considérer le fait que des élections municipales et régionales, dans ce cas d'espèce-là, peuvent apparaître comme étant des élections à mi-mandat. Et les élections à mi-mandat, soit on sanctionne, soit on reconforte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a le RHDP qui a été reconforté. Mais derrière ça, effectivement, il y a un travail qui a été fait. Vous voyez que l'UDPCI n'existe plus. Donc ça a permis aux régions qui devaient, par exemple, si tant est-il qu'elles étaient restées fidèles à l'UDPCI, d'être dans l'escarcelle, on va dire, du RHDP. Il y a eu pas mal de transfuges, il y a eu pas mal de recrutements qui ont été effectués au niveau des cadres par le RHDP. Il y a aussi, on ne peut pas le cacher d'une main, la question du découpage, en tout cas d'un point de vue des municipales. Mais en même temps, on est confronté au mur de l'histoire, puisque effectivement, c'est historique. C'est depuis très longtemps que le président Oufoué, voulant justement essayer d'équilibrer la donne au niveau d'un point de vue du développement, a essayé de favoriser l'émergence de plusieurs communes dans le nord de la Côte d'Ivoire, avec des déséquilibres malheureusement devenus flagrants, comme celui que M. Essis vient de dire tantôt, avec des petites communes de 1000 habitants qui ont des maires et des grands villages, et c'est comme ça qu'on le dit, qui n'en sont pas dotés. Donc ces instruments de développement hein, ne sont pas usités ailleurs. Le président Laurent Gbagbo avait créé plus de 600 mairies, 600 communes dans plus précisément, et elles ont été annulées par la suite. Derrière ça, effectivement, après ce satisfecit dont le RHDP peut se gargariser, peut se réjouir, effectivement, parce que ce n'était pas donné hein, quand même, il y a la question de l'après, de se dire qu'est-ce qu'on en fait. Et puis, attention aussi, est-ce que la finalité, j'ai envie de dire, c'est de voir toute la Côte d'Ivoire, la carte de la Côte d'Ivoire orange, parce que là, on y était presque, on va dire, d'un point de vue des régionales. D'un point de vue concernant les communales aussi, les municipales en particulier, nous avons aussi la question des indépendants. Vous avez vu que tous les partis politiques et le chef de l'État est monté au créneau, ont menacé, ont fustigé les indépendants. Mais les indépendants s'en sortent quand même avec 41 communes. Bon,
On a observé en Côte d'Ivoire depuis 2016 une nouvelle pratique qui serait intéressante de conceptualiser ou de théoriser en sociologie politique. Laquelle Qui est celle de l'indépendance et la redevabilité. C'est-à-dire, je suis indépendant de toi, mais je te dois ma victoire. C'est quand même paradoxal. La remise des victoires et peut-être qu'on doit s'attendre bientôt, dans quelques semaines, à une vague de remise de victoires provenant de tous les camps, de ceux des indépendants qui, en disgrâce ou dans leur parti, n'ayant pas été sélectionnés par leur officine d'origine, vont remettre leur victoire. Donc, il ne faut pas méconsidérer quand même la victoire du RHDP. Elle se base aussi sur les fragilités, la friabilité de l'opposition, mais elle a été favorisée par beaucoup d'éléments structurants, comme le découpage électoral, comme Bangali l'a dit, et c'est un des plus grands défauts de cette campagne, c'est la question de la pauvreté de l'offre politique, la pauvreté du discours. Lorsque vous entendez « je suis proche du chef de l'État, donc je vais chantage aux infrastructures », c'est quand même pas mal lamentable. Je pense que la première institution chargée de l'organe électoral, qui n'est pas là que pour compter les voix, devra aussi envoyer des pics de rappel en disant non, ce discours est impropre, ou bien peut-être la AK ou je ne sais pas quoi. Il y a aussi la question des comptes de campagne. La Cour des comptes est muette, on n'a pas réellement de loi de financement sur les partis politiques qui font qu'effectivement, il s'agit de toutes les personnes qui ont une position sociale et ou politique la plus intéressante qui sont à même d'acheter les voix. Et puis, dernier élément qui va peut-être rafraîchir un peu la victoire du RHDP, il y a cette question-là si on doit considérer les municipales, 36%. Effectivement, il faut qu'on se le dise aussi, la Côte d'Ivoire était pays globalement abstentionniste. Juste avant de venir, je consultais les chiffres de 2001, c'était 28% de participation. Aujourd'hui, on est un peu plus monté. Mais toujours est-il qu'il faille que les populations se mobilisent beaucoup plus pour donner soit leur quitus ou leurs sanctions. Effectivement, les jeunes, il y a une sorte de désaffection. Je vais aller encore une fois, outre la question du découpage électoral, sur la question de l'enrôlement. Les enrôlements, franchement, je pense qu'on n'y est pas. On ne peut pas prendre un mois pour faire un enrôlement. Et puis, il y a les files les plus timides. Un pays de 28 millions d'habitants qui a à peu près chaque fois le même collège électoral, même si on a eu un bond de 500 000 électeurs. Et vous voyez que finalement, les jeunes, qui sont les premiers concernés, ne s'engagent pas. Et moi, je pense que, c'est tout ça qui va relativiser une victoire quand même qui a été obtenue, on va dire, de juste cause quand même. Avant de passer au prochain sujet, monsieur, j'ai envie de vous demander pourquoi et comment on fait quand l'offre politique que vous avez évoquée, que certains ont décriée parce qu'elle est pauvre, comment on fait quand on est face à une classe politique où on juge qu'au terme d'une élection comme celle qui vient de se tenir, l'offre politique est quasi inacceptable. Comment on fait, Aristide? Ah oui, Ali, il faut que ceux qui disent que l'offre politique est pauvre disent exactement. Moi, je pense que j'ai suivi cette campagne et vous n'allez pas m'empêcher d'apprécier l'offre qui a été faite par les candidats du RHDP, par exemple. Et quand les candidats du RHDP vous proposent le développement, on dit non, c'est une menace avec le développement. Comment vous avez dit, chantage aux infrastructures. Non. Mais il y a quand même eu des éléments qui ressemblaient à un chantage aux infrastructures. Quand on dit, par exemple, c'est parce que je suis proche du chef de l'État, je vous renverrai ceci ou cela. Même ça, c'est positif. Il y a le côté négatif où on vous dit, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez rien. Ouais, ça aussi, c'est une autre paire de manches. Voilà. Tout à fait. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. On laisse Aristide N'Guène terminer. Allez-y. Je dis, il y a une offre politique. Ce qu'il n'y a pas eu, en revanche, c'est que ceux qui surfent toujours sur la vague du discours clivant n'ont pas réussi à faire passer ce discours cette fois-ci. Donc, ils n'avaient rien à proposer. L'offre sur le champ politique, la compétition devient intéressante lorsque il y a argument contre argument. Et quand il y a de bons arguments en face qui arrivent à vous contredire. Donc, qu'est-ce que le RHDP a fait? C'est de présenter le travail qu'avait fait le président Ouattara et de s'accrocher au travail du président Ouattara pour gagner. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont gagné. Professeur Bangali, allez-y. Je pense que si c'est ce que le RHDP a fait, c'est un échec de la politique de la décentralisation, parce que là, il s'agit d'entités décentralisées. Et selon le statut de 2005, les entités décentralisées doivent s'affirmer par une autonomie financière. Tout à fait. Et jusque-là, ils ont 4 moyens de financement. Je relève ce point parce que quand on a reçu ici les candidats de Cocody, je leur ai posé la question. Il y a la première source de financement que sont les subventions de l'État. Et il y a la deuxième source de financement que ce sont la quote-part fiscale que l'État reverse à ces collectivités-là.
Mais il y a ce qu'on appelle les ressources propres. C'est-à-dire quand vous prenez la tête, par exemple, d'un conseil général qui a du potentiel. Régional. Quand vous prenez, d'un conseil régional, quand vous prenez la tête d'une municipalité qui a un potentiel, comment vous créez une plus-value, comment vous créez des richesses pour renforcer la notion d'autonomie financière de l'entité décentralisée? Je leur ai posé la question ici, aucun n'a répondu à la question. Parce qu'ils avaient des idées pour dépenser les subventions que l'État amenait, mais aucun d'entre eux n'avait des idées pour renflouer les ressources propres. Donc ce n'est pas la faute du gouvernement, finalement. Absolument pas. Et il y a également le gouvernement fait sa part. Laisse terminer, vous allez avoir la parole. Mais il revient à ces entités décentralisées-là de faire honneur à leur statut, à leur mission de départ, en créant des richesses pour impulser, jouer leur rôle d'acteurs de développement de proximité. En somme, il faut apporter leur valeur ajoutée. Absolument. Guillaume Bateau. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit que l'offre politique, globalement, était pauvre. C'est clair que le PDCI et le PPACI, je l'ai dit en entrée, ont fait campagne sur le tribalisme, sur la xénophobie. Guillaume Bateau, vous n'allez pas généraliser. Il y a quand même quelques candidats qui se sont bien illustrés. S'il vous plaît. Moi, quand j'ai écouté le professeur Oulaye, a dit que les étrangers ont remplacé les populations locales. Il a dit, les vidéos existent. Quand, dans le Ouest Central, par exemple, le candidat du PDCI et son soutien du PPACI disaient que oui, les autochtones, c'est ça, partout. C'est sur ça que le PDCI n'a rien proposé. Mon ami Esso se vantait de ce que le PDCI a résisté. Mais il résiste où? Dans le pays baoulé. Aristide a rappelé, à juste titre, qu'il y a 20 ans en arrière, le PDCI était partout. Mais aujourd'hui, c'est le vote ethnique. C'est eux qui n'avaient rien à proposer. Mais on ne peut pas dire que le RHDP et son partenaire, le Front populaire ivoirien, n'ont pas fait d'offre politique. Je suis désolé. Le président Afi à Bongwanou a mis en avant son bilan, qui était parfait. Dont on va parler tout à l'heure. Dont on va parler. Mais les gens sont allés dire oui, Afi a tué vos enfants, il est avec maintenant ceux qui les ont tués, etc. etc. C'était ça, la campagne. Donc le PDCI et le PPACI n'avaient rien à proposer. Et c'est normal que le RHDP comment vous ne voulez pas que ceux qui ont... On a les conseils régionaux qui ont été dirigés. Je prends par exemple Ayebi Tiassa avec le président Demba. Je prends l'armée avec le premier ministre Achille Patrick. Un peu partout. Les gens ont mis en avant les réalisations qu'ils ont faites. L'électrification qui a été faite, les puits, je veux dire les puits, les pompes, les eaux villageoises, etc., etc. Mais en face, on avait quoi? Oui, où est son village? Oui, il n'est pas d'ici. Mais écoutez, c'est eux qui n'avaient rien à proposer. Mais les autres ont proposé des choses. Et c'est vrai que les Ivoiriens ont fait le choix des projets concrets, des promesses réalistes et réalisables. Et non, quand certains on dit ici sur le plateau que oui, il y en a qui se réclament du chef de l'État. Mais et les autres? Oui, votez pour nous pour que Gbagbo soit réhabilité. Vous avez raison. La réhabilitation de Gbagbo était le projet de certains candidats. Mais c'est pour ça qu'on parle de... On va parler tout à l'heure de la gauche ivoirienne, s'il vous plaît. Un de mes parents d'Aziré Guinée. Qu'est-ce qu'il gagne ici que Gbagbo est réhabilité? Rien du tout. S'il vous plaît, je vous arrête. Jean-Yves Vessis, allez-y, ensuite... Cher Guillaume, c'est pour ça que nous parlons de pauvreté, de proposition. Et dans votre développement, vous clarifiez ce qui a été dit. C'est-à-dire vous confirmez que le débat pouvait être pauvre à un certain niveau. Je dis que le PDCI n'avait rien à proposer. C'est pas tout le monde. Non, c'est pas une attaque contre le PDCI, Guillaume Bateau, attendez. Le PDCI aussi, donc c'est une attaque contre les deux. Oui, s'il vous plaît, mais pas d'attaque sur ce plateau, s'il vous plaît. L'exercice d'un débat, allez-y, c'est de pouvoir écouter. Bien sûr. Encaisser les coups, même quand on n'est pas d'accord, et attendre son tour avant de parler. Donc tout ce que vous avez débité, effectivement, je n'étais pas d'accord avec ça. Bon. Oui, bon, Jean-Yves, vous avez la parole, allez-y. Guillaume. Les gars sur le plateau. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mille excuses. Donc tout ce que vous avez dit, je n'étais pas d'accord avec ça, mais j'ai attendu tranquillement. Et vous avez la parole maintenant pour dire ce que vous pensez. Voilà. Donc le développement de M. Bateau est assez clair. Il commence en disant que les gens avaient des offres politiques, mais quand on regarde, d'un côté... Alors, j'enlève la partie PDCI parce que je crois qu'il n'a pas suivi les campagnes du PDCI. Je suis d'accord pour Hubert Oulaye, moi je n'ai pas suivi, je ne sais pas s'il était xénophobe, j'en sais rien. Mais quand on regarde, d'un côté, on a de la xénophobie, mais de l'autre côté, on a du chantage aux infrastructures. Mais quel est le projet? C'est normal qu'on puisse dire que
L'offre est pauvre. L'offre est pauvre. Et justement, l'objet de ma question, c'était ça. Comment on fait pour changer le paradigme? Mais justement, on va essayer de trouver des solutions. Mais tout ce qu'on a à dire quand on est candidat du RHDP, c'est qu'on est proche du président. On a vu ça avec le président de l'Assemblée nationale à Yopougon, on a vu ça avec Kandia Camara à Bobo, on a vu ça avec plusieurs responsables du RHDP qui disaient que si jamais vous voulez avoir le goudron chez vous, votez pour moi parce que moi je parle au président. Mais quel est ce projet que vous proposez aux populations? Et effectivement, quand on regarde, quand on analyse tout ça, on se dit, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. C'est pour ça que votre question, par rapport aux solutions qu'on peut trouver quand les candidats vont en campagne, est très intéressante, parce qu'il faut qu'on se penche dessus. Bien sûr. Franck Stéphane? J'ai écouté avec beaucoup d'attention Aristide. Je pense il dit qu'il a suivi la campagne. Je pense qu'il a suivi dans la peau du supporter plutôt que de l'analyste qui essaie de se mettre à équidistance. Je vais prendre quelques paramètres simples. J'ai dit sur ce plateau, à plusieurs reprises, et ça m'a été reproché parce que ça devenait barbant. Au-dessus de Bouaké, il n'y a pas de scanner médical dans aucun hôpital au-dessus de Bouaké. Pour quelqu'un qui a suivi la campagne, je n'ai pas entendu de candidat dans cette zone-là, que ce soit pour les municipales ou pour les régionales, au moins promettre ça aux populations. Ou alors, on est en train de me dire que la santé des populations, ça n'intéresse pas ces candidats-là. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, depuis 2 ans déjà, l'anacade est mévendue. Des populations brûlent leur production d'anacade à cause des prix qui ont chuté. Ou alors, s'ils ne les brûlent pas, ils essaient de trouver des moyens détournés pour aller les vendre au Ghana. Ce sont des sujets réels qui touchent ces populations-là. Je n'ai pas entendu ça dans les discours des différents candidats. À la place, j'ai entendu « je dors avec le président et si vous votez pour moi, je vais envoyer la route jusqu'à devant chez vous ». C'est ce que j'ai entendu. Je vais prendre un autre exemple simple. À Yopougon, où depuis 2018, M. Kafana était maire, c'est bien ça. J'aimerais bien savoir qui, au RHDP, peut se targuer d'être plus proche du président que M. Kafana. Ils se compteront sur le bout des doigts. Pourtant, Yopougon est là. Quelle est la transformation structurelle qu'a connue Yopougon? Jusqu'à ce que tout le monde on décide... S'il vous plaît, j'ai horreur d'une chose. Excusez-moi d'être aussi direct. Après, j'ai de très bons rapports avec Guillaume, mais je pense que lorsqu'on est sur un plateau relativement sérieux, on s'écoute. C'est un plateau très sérieux. Voilà, on s'écoute et puis on prend la peine de réagir quand la parole nous est donnée. Parce que ça devient finalement indisposant. Je sais qu'il adore ce genre de joute-là, faire des pitreries, mais c'est pas sérieux. Non, pitrerie, voilà. Je suis désolé. Donc, vous aussi, vous êtes un peu méchant. Hein. Bon, messieurs, on n'est pas méchant, il est déplacé. S'il vous plaît. C'est pas méchant, mais c'est déplacé. Je vais continuer. Donc, terminé. Guillaume, on vous donne la parole ensuite. Terminé. Quand on regarde le visage de Yopougon, j'ai failli dire Guillaume, quand on regarde le visage de Yopougon, même si c'est tout comme, 5 ans plus tard, il n'y a pas eu de transformation structurelle, alors que M. Kafana est très proche du président de la République. Aujourd'hui, il est, je crois, directeur exécutif même de son parti. Donc, je veux dire que... Il est plutôt le président du directoire. Voilà, le président du directoire du RHDP. Je veux dire que ce genre de discours surannés-là, on doit pouvoir les faire évoluer. Mais vous posez une question qui est très pertinente. C'est que pourquoi est-ce que ça marche? Regardez les résultats du RGPH en 2021. On a encore 47% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. C'est ce que le ministère du Plan et du Développement a fait. On a encore 47% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Il faut investir dans l'éducation. Parce que si on a une population de plus en plus éduquée, on aura des personnes qui demanderont des comptes à leurs élus. Je me rappelle en 2021, quand on faisait les législatives, certains candidats promettaient des routes aux populations pour des législatives. Et ça passait crème. Et nous, sur les médias, voilà. On rappelait que le rôle du député, justement, c'est de pas de faire le développement. Ce genre de discours suranné prospère au sein de la population, déjà parce que il y a, comment on appelle, un manque d'éducation criard. Parce qu'il y a 2 choses. Hein. Il y a l'analphabétisme, d'une part, et puis il y a ce que moi j'appelle les semi-lettrés, c'est-à-dire ceux qui sont pas en griffe analphabètes au sens... Ce sont les pires. Voilà, qui sont les pires. Voilà, ils font semblant d'être éduqués alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a tout ça. Et l'autre chose que je veux mettre en avant, c'est que nous qui portons en griffe la voix d'une partie du peuple, parce qu'on apparaît sur des plateaux, on doit pouvoir faire cet exercice-là, de prendre du recul par rapport à tout ça et se dire,
de quoi est-ce que souffrent vraiment nos populations? Est-ce qu'on a retrouvé cela dans les discours des candidats? Ça, c'est une bonne question. À Bobo, à Yopougon, il y a des quartiers depuis 2 à 3 ans qui n'ont pas d'eau. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, il y a le prix des denrées alimentaires sur les marchés qui ont bondi, alors qu'on est un pays qui, dit-on, est le berceau de l'agriculture. Cela n'est pas apparu dans les discours de campagne. Aujourd'hui, à Cocody et à Yopougon, on a une prolifération de la consommation de stupéfiants. Il y a même des chansons qui passent sur les antennes de télé ou de radio où on fait la promotion des stupéfiants. Et là, on ne voit absolument rien. Voilà des sujets qui devraient intervenir dans les programmes de campagne des candidats mairies. Dernière chose, sur Cocody, par exemple. Sur Cocody, après les élections, on a des gendarmes qui arrivent pour, dit-on, faire une perquisition. Le candidat déclaré gagnant dit qu'il aurait appelé le procureur, qui lui dit qu'il n'a envoyé, il n'y a pas eu de perquisition. Mais jusque-là, je reste surpris du silence de la gendarmerie nationale. Alors qu'il y a des agents de la gendarmerie nationale sans mandat apparent qui seraient arrivés à Cocody faire du garbouille, ce genre de choses. Alors que d'ordinaire, le général Alexandre Apalo, que je respecte beaucoup, est très prolixe sur ce genre de choses. On l'a vu ici lors de la désobéissance civile. Il parcourait le pays pour menacer, pour rappeler à l'ordre ce genre de choses. On a des éléments de la gendarmerie qui ont débarqué dans une mairie et jusque-là, silence radio du côté de la gendarmerie. Donc je veux dire, voilà autant d'ingrédients. Après, on s'interroge du fait que les gens ne s'engagent pas et tout, mais parce qu'ils trouvent la politique violente. Nous-mêmes qui venons sur les plateaux, des gens nous appellent par derrière. Ah, est-ce que tu n'as pas peur pour tes affaires? Est-ce que tu n'as pas peur? Tu es encore trop jeune, ce genre de choses. Je veux dire, les gens ne s'engagent pas parce qu'ils trouvent encore la politique violente. Et l'écosystème ne rassure pas. Si pour une élection municipale, on doit fuir avec des urnes, on doit se faire poursuivre par des gendarmes, alors qu'il y a ces problèmes-là qui perdurent depuis plusieurs années et que cela n'est pas réglé. J'aime bien cette allégorie de Arthur Banga, qui n'est pas là aujourd'hui, qui dit que le président de la CEI, il est président de tout, mais responsable de rien. Parce que tous ces problèmes-là, on les cite d'année en année, mais il n'y a aucun sujet véritable de la part de la CEI. Bon, on ne va pas faire le procès du président de la CEI ce soir, il n'est pas là. Oui, bien sûr. De loi et à la fin de la journée, on ne règle pas les problèmes. Bien noté. Donc voilà des sujets précis, des sujets clairs qu'on aurait souhaité retrouver dans le discours de campagne des candidats. D'accord. Guillaume Bateau, Eddy Guipier, ensuite Aristide. Oui, bon. Stéphane parle de piterie, mais bon, je vois qu'il va un peu dans tous les sens. La gendarmerie, on parlait de... Ali a posé une question qui est précise. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait du contenu dans les offres politiques? J'ai rappelé ici que on ne peut pas reprocher à tous les candidats d'avoir fait des propositions concrètes. Bon, Stéphane dit qu'il n'a pas entendu. Il y avait plusieurs centaines de candidats. Je me demande s'il a écouté vraiment tout le monde. Bref. OK. Alors, je ne suis pas d'accord quand il dit que c'est parce que les populations sont analphabètes. Non. Les populations connaissent leurs intérêts. Celui qui vient vous mettre une école ou bien vous faire une lyrique villageoise améliorée, vous savez qu'il change votre vie. On n'a pas besoin de savoir lire et écrire pour savoir que c'est le président du conseil régional sortant qui a mis un commissariat, qui a mis une école, qui a construit un collège de proximité, etc. Donc ça n'a rien à voir avec l'analphabétisme. Peut-être, j'allais dire, certains candidats qui sont analphabètes vers la fin. C'est eux qui se trompent de sujet. Ceux qui disent qu'ils font campagne contre les étrangers, alors que les étrangers ne votent pas, justement, comme Eddy me faisait remarquer à juste titre. Ceux qui font campagne pour dire votez-moi pour réhabiliter tel leader politique, c'est eux qui n'ont rien compris. Donc, ce n'est pas les populations qui sont analphabètes. Nos parents, même s'ils ne sont pas là à l'école, ils savent où sont leurs intérêts. Et aujourd'hui, ils ont bien vu que c'est avec la coalition du parti au pouvoir que leurs intérêts sont. C'est ceux-là qui leur donnent l'électricité, c'est eux qui leur donnent des écoles, même s'il y a encore des efforts à faire. Parce que tout ce qu'on énumère ici, ces mots dont on parle, auxquels on fait allusion, je suis désolé de le dire, ces mots ne sont pas nouveaux. Ce n'est pas nouveau. Il y a des efforts qui ont été faits. Si je suis sur ce plateau, moi j'étais en campagne dans ma région. C'est vrai, il y a encore des problèmes d'accès au village. On espère que ces problèmes vont être réglés, d'accessibilité, de désenclavement, etc. Mais dans ma sous-préfecture, sur la vingtaine de villages, aujourd'hui, à peine quelques-uns qui ne sont pas électrifiés. Mais la population voit ça.
on voit qu'il y a des puits qui sont réhabilités, il y a des écoles qui sont construites. Donc, le problème, ce sont les candidats qui n'ont rien compris. Certains qui pensent que les populations, parce qu'elles ne sont pas là à l'école, comme le dit Stéphane, elles ne savent pas faire le distinguo entre leurs intérêts et la propagande simple, voilà, des gens qui viennent leur vendre du vent. Donc, aujourd'hui, c'est à ces candidats de se remettre en cause, d'adresser... Bon, il a parlé d'enflammer des prix de denrées alimentaires, mais qu'est-ce qu'un candidat au conseil régional peut faire contre la montée du prix du riz? Il peut faire beaucoup. Ah là là. Attends. Donc vous avez terminé. Vos bas-fonds là-bas. S'il vous plaît, on le laisse terminer. Oui, attendez. Non, il a donné un exemple d'entrée de jeu, mais terminé. Mais je dis, il peut faire les bas-fonds, mais les bas-fonds, c'est pour dans 5 ans. C'est pas maintenant qu'il est candidat pour dire, bon, votez-moi, je vais faire les bas-fonds pour que le... Oui, mais il peut se projeter au moins. Oui, il peut se projeter, mais le prix a augmenté aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qui va régler la solution. Processus. S'il vous plaît, monsieur, laissez Guillaume terminer. Vous me reprochez, Stéphane. Non, je vous s'il vous plaît, mais... Non, je vous interromps pas. Il fait la pizzerie, non, les pizzeries sont partagées. Je vous accompagne dans vos propos. Guillaume, c'est bon, il s'est ressaisi, allez-y. On va parler de pétrolier. Oui, mais bon, c'est ton voisin, ça te contamine. Guillaume, vous avez terminé? Non, je n'ai pas terminé. Terminé. On dit que ce qu'il faut faire, c'est aux partis politiques d'éduquer leurs candidats. De leur dire de ne pas se tromper de sujet, de ne pas se tromper d'élection. Parce que les élections locales, c'est pour régler les problèmes locaux, les problèmes au quotidien des populations. Après ça, effectivement, on pourra avoir des offres politiques plus sérieuses que ce qu'on a vu, en tout cas du côté du PDCI et du PPACI. D'accord. Docteur Eddy Guipier, allez-y. Oui, bon. Effectivement, la question, vous voyez que finalement, on n'y a pas répondu parce qu'elle est quand même coriace. Quelle offre politique? L'offre, elle s'adresse à une cible. Est-ce que la cible est à même de comprendre l'offre? Est-ce que le message, comment dirais-je, limité, tenant lieu pour d'aucuns disent à la xénophobie ou au chantage, aux infrastructures, est-ce que ce n'est pas celui-là que la population comprend finalement? Et effectivement, on en a eu une sorte de cercle vicieux où le serpent se mord la queue. Les populations elles-mêmes, malheureusement, ont bien compris cela. Elles profitent de ces élections-là pour faire des gardes-manger, pour faire des collections de t-shirts ou bien de, comment dirais-je, de gadgets, de goodies. Les populations elles-mêmes sont friandes, encore une fois, de gadgets, etc., qu'elles réclament à tous les candidats. Vous avez des élections, tout ce monde-là qui assiste au meeting ne va pas voter. Ils ne vont pas voter parce qu'en fait, ils ont compris que, quelque part, les politiques se servent d'eux. Donc, dans ce même laps de temps, eux aussi se servent des politiques. Mais le problème dont vous parlez, c'est un problème de fond. Effectivement, on ne pourra pas atteindre, enfin, on ne pourra pas, en tout cas à court terme, on va dire, les structures, par exemple, d'une démocratie à la suédoise. Mais effectivement, un travail doit être fait au niveau des populations, mais aussi des candidats. C'est pour ça que le rôle joué par l'organe qui organise les élections doit être central. D'accord. Vous avez un pays, par exemple, comme le Venezuela, bon, qui peut-être pour d'aucuns n'est pas une référence, où il y a 5 pouvoirs, comment dirais-je, en lieu et place des 3 pouvoirs classiques qu'on connaît, exécutif, législatif et judiciaire. Il y a 5 pouvoirs. Il y a le pouvoir du médiateur, qu'on appelle médiateur de la République ici, et il y a le pouvoir de la commission qui organise les élections. Pour en faire une vraie commission qui soit réellement indépendante et qui puisse baliser tout le processus électoral. Vous avez chaque fois, on assiste au couac, par exemple pour l'organisation des élections, des bureaux qui ouvrent tardivement, etc. Moi, je plaidais, en l'espèce, pour des tests. Par exemple, on doit avoir les élections, je donne une date comme ça, hein, le 25, on fait un test, par exemple, le 18, pour voir comment est-ce qu'il y a une fluidité, etc. Pour le peu de personnes qui sont investies d'un point de vue électoral, les agents électoraux sont mal formés. Ils ne savent pas grand-chose de la réglementation électorale. Et tout ça concourt justement à nous éloigner du principal. Et en amont, encore une fois, il faut connaître les règles de la décentralisation. Qu'est-ce que peut celui que vous allez élire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? En l'espèce, aujourd'hui, tout à l'heure, en off, je disais, lorsque j'ai vu cette carte, je disais, il y a trop de régions. Ça, c'est un. La preuve, on est revenu à un découpage par district qui prend les formes d'avant 1999. Mais en même temps, vous allez peut-être trouver ça paradoxal, je me dirais qu'il fallait avoir une étape intermédiaire au niveau des organes de développement, ou du moins des circonscriptions de développement, que sont les départements. Vous avez vu que lorsque vous êtes à, par exemple,
Saïwa, et que le développement doit venir de Daloa, par exemple, c'est quand même loin. C'est quand même loin. Et la dotation même que fournit l'État n'est pas suffisante. Donc, la plupart du temps, vous avez vu que dans les conseils régionaux, les candidats qui sont sortants font des promesses encore, parce qu'ils n'ont même pas de bilan à évaluer. Ils n'ont pas de bilan à évaluer parce que la faible manne qui vient de l'État ne leur permet pas de s'occuper, en tout cas pour certaines grandes régions, d'une énorme circonscription. Donc, effectivement, cette question, elle est pertinente. C'est difficile à y répondre que par peut-être un travail qui sera fait au corps à corps, mais les populations elles-mêmes participent à cette forfaiture. Et finalement, ne méritent que ce qu'elles... Elles ne méritent que ce qu'elles méritent, finalement. On peut le dire aussi. Nous méritons... Alors, messieurs, nous avons M. Ouattara Dabila qui nous appelle. Je reviendrai à vous tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Monsieur Ouattara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali. Vous nous appelez d'où déjà? Je vous appelle de Boaké. D'accord. Vous estimez que cette hégémonie du parti au pouvoir au sortir de ces élections est caractérisée par un discours de l'opposition qui est dépassé, finalement? Oui, effectivement. Je pense que l'opposition doit avoir une lecture judicieuse, une lecture lucide de cette débâcle-là. Elle n'a qu'à s'apprendre à elle-même. Vous avez en face de vous un parti au pouvoir qui est structuré, bien organisé, qui a une lecture réaliste de la situation. Alors que le parti, l'opposition, s'enracine dans des discours caducs, des discours désuets. Quand elle vient devant les peuples, c'est pour proposer des choses qui vont réveiller les démons haïssables de la xénophobie qui ont divisé la Côte d'Ivoire, qui ont conduit la Côte d'Ivoire à la guerre. Elle n'avait rien à proposer de concret aux Ivoiriens. Et donc, les Ivoiriens en face ont préféré choisir le parti au pouvoir qui, au moins, propose des infrastructures. Quand on vient s'arrêter devant les gens, on ne mange pas le goudron. Mais qu'est-ce que vous proposez en retour? Qu'est-ce que vous proposez concrètement en lieu et place de la construction des infrastructures que le parti au pouvoir offre? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Et si rien n'est fait, si l'opposition ne s'assoit pas pour tirer une conclusion normale, pour faire une lecture judicieuse de cette situation, elle ira à sa perte. Elle fonce tout droit dans les murs. D'accord. En 2025, elle aura un taux encore plus faible que ce taux qu'elle vient de réaliser. Il faut faire une lecture judicieuse qu'elle doit assumer. Elle arrête de dire il y a fraude par-ci, fraude par-là. Elle a perdu, qu'elle assume sa défaite et faire une lecture judicieuse. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Ouattara Dabila, de nous avoir appelé depuis Boaké. On a bien entendu votre point de vue. Aristide Nkenda, vous vouliez réagir tout à l'heure? Oui, parce que Stéphane m'avait interpellé. Je voulais juste préciser, Stéphane, que j'ai dit, et je redis, que cette marée orange, c'est le remerciement des populations au travail abattu par le président de la République. Et Guillaume l'a dit, les populations savent ce qui les impacte au quotidien quand vous posez des actes. Et ces populations-là disent qu'à travers ces résultats, nous, on préfère donner mandat à des personnes qui savent travailler, des personnes qui ne passent pas le temps à parler, qui n'ont pas un discours clivant, qui savent rassembler, qui parlent de cohésion sociale, qui parlent de progrès et de développement. Donc, le discours qui est pauvre qui ne vient pas du camp de ceux qui ont gagné. Il faut respecter la victoire, il faut être fair play. Le RHDP a fait cette razzia. Il faut saluer et vous poser les bonnes questions sur ce qui a fait que les partis qui n'ont pas gagné, qui se remettent au travail. Il y a les prochaines échéances, il y a les législatives, il y a les présidentielles qui arrivent. Il faut s'organiser, il faut avoir espoir et former les masses. Former les masses en expliquant aux populations que nous sommes dans un champ politique qui est un champ de rivalité de pouvoir et que cette rivalité se fait sur les arguments. Et justement, je suis d'accord avec vous qu'il faut une offre politique concrète. Et je crois que si le parti qui gagne a gagné, c'est parce que son offre est assez impactante sur les populations. Alors, une petite précision. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la différence de taux de participation pour les régionales par rapport aux municipales. C'est Stéphane, exactement. C'est parce que dans les districts de Yamoussoukro et d'Abidjan, il n'y a pas de vote. Ça peut également expliquer ce... Oui. On est lésé dans les régions ne votent pas pour le municipal. Par exemple, il y a des régions qui ne votent pas pour le conseil de Tonkpi. En dehors des communes, les populations des villages, les sous-préfectures ne votent pas pour les municipales. Donc, ça veut dire que dans les sous-préfectures, les gens sont plus mobilisés que dans les communes. D'accord. Parce que c'est deux votes différents. Très bien. Merci. Nous allons marquer une courte pause et parler
de l'opposition notamment et des indépendants qui se sont illustrés aussi de fort belle manière au cours de ces élections. Ce sera juste après ceci. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 et dans la seconde partie de cette émission, nous allons nous intéresser justement à cette faible moisson pour la gauche ivoirienne au terme de ces élections locales, que ce soit le FPI de Pascal Affi-N'Guessan ou le PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les candidats des deux formations s'en sont tirés avec une maigre moisson. Dans l'ensemble, ces formations politiques d'obédience socialiste ne récoltent que 2 communes arrachées par le PPACI. 10 autres n'ont pu être obtenues que dans le cadre de l'alliance avec le PDCI-RDA, le PDCI dont on va parler plus tard. 3 autres à Abidjan sont plutôt le fruit de l'alliance du PDCI avec le MGC, Mouvement des Générations Capables, parti de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Cette maigre moisson dévoilerait-elle une chute libre de la gauche qui n'a pu obtenir à elle seule une région dans le pays, la Nawa n'étant évidemment que le fruit de l'alliance avec le PDCI-RDA. On suit ces précisions de notre reporter Thiem Danger. Messieurs, on en parle juste après. 2 septembre 2023, jour de vote en Côte d'Ivoire pour le compte des élections locales. Dans les rangs, devant les bureaux de vote, des électeurs de tous bords. Tous les partis significatifs du pays ayant dans la course aux 201 communes et 31 conseils régionaux leurs candidats. Tous en course au départ de ce second scrutin inclusif après celui législatif de 2021. À l'arrivée, des fortunes diverses pour chaque chapelle politique. Si le parti au pouvoir plane et le PDCI résiste, la gauche, elle, cale. Les formations politiques de cette aile connaissent tout un revers. Leurs porte-étendards, les plus significatifs, sont tombés. Il s'agit notamment de Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, Front populaire ivoirien, battu dans le Moronou malgré son alliance avec le RHDP, de Justin Katinan-Koné, porte-parole du PPACI, parti de Laurent Gbagbo, crédité seulement de 15% de suffrages, exprimé à Port-Boué. Michel Gbagbo, arrivé en 2e position à Yopougon, ou encore Hubert Oulaye, vice-président du PPACI, renversé par son challenger, Anne-Désirée Ouloto, et Damana Picasse, secrétaire général du PPACI, tombé dans la bataille du Boclet par un indépendant, et Léon Monnet, qui n'a pu triompher du couple Patrick Hachi, aussi bien en région qu'en commune à Agou, où son épouse Agnès Monnet a également plié les chines. Seule note d'espoir, des victoires glanées en alliance avec le PDCI. Ce fut notamment le cas des listes PDCI-MGC de Simone et Yves Gbagbo à Port-Boué, au Plateau et à Cocody, ou encore celle PDCI-PPACI, au titre des régionales dans la Nawa, qui a vaincu le président sortant du conseil régional, Alain Donvaï du RHDP. Autre figure de la gauche, Charles Blégoudet du COGEP, n'a investi aucune liste de candidature et n'a conclu aucune alliance. Sur le terrain pour des élections apaisées, le leader de l'ex-galaxie patriotique peut se réjouir du bon déroulement global du scrutin, sans aucun mort. En attendant le recours de plusieurs de ses candidats devant le Conseil d'État, la gauche sort de ces élections locales en chute libre, avec des défaites bien souvent cuisantes dans plusieurs communes et régions du pays. Monsieur, comment vous analysez cette, j'ai envie de dire, débâcle de la gauche ivoirienne, docteur Eddy Guipier? Bon, écoutez, effectivement, avec 2 communes concernant le PPA, avec 10 communes en alliance avec le PDCI, et une région en alliance avec le PDCI, le bilan est très maigre, comme vous l'avez dit. Le bilan est très maigre. Et effectivement, si on doit convoquer nos propos de la première partie de l'émission, face à cette machine à broyer favorisée par tout ce qu'on a déjà dit en amont, le découpage électoral, etc., les grands pontes, le chantage aux infrastructures, etc. De l'autre côté aussi, quelle a été l'offre? L'offre a été autant pauvre que, comment dirais-je, venant du parti au pouvoir. Effectivement, il y a eu aussi des situations qui ont été un peu paradoxales. Vous avez le MGC qui s'allie au PDCI, mais qui n'arrive pas à s'allier au PPA. Vous avez le FPI qui n'arrive pas à s'allier au PPA ou au MGC, effectivement. Donc, l'un mis dans l'autre, ça peut, on va dire, fragiliser la compréhension des enjeux vis-à-vis des électeurs profondément de gauche. De gauche, parlons-en. Est-ce que la gauche a été au centre des débats, je veux dire, en matière de justice sociale, en matière de, comment dirais-je, d'assurance maladie universelle, en matière de, comment dirais-je, de développement de proximité? C'est toute cette pauvreté, n'est-ce pas, de l'offre politique, c'est cette division
même si effectivement le PPA pensait, à tort comme à raison, être, comme on dirait, la mère de tous les fleuves, donc la mer vis-à-vis de laquelle tous les fleuves viendraient se jeter, qu'ils se sont quand même surestimés en l'espèce. Effectivement, tous les partis ont mis leur ponte. Quand je dis les partis d'opposition de gauche ont mis leur ponte dans ces élections-là, les municipales et les régionales en particulier, avec ce bilan très maigre qui, on va dire, questionne toute la gouvernance de gauche. Comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de discours de gauche qui a été mobilisé. Moi, je me rappelle très bien que, d'un point de vue programmatique, le Front populaire d'alors, je parle sous le contrôle de Guillaume Bateau, a été le premier à proposer un projet de société d'abord, puis programme de gouvernement dès 1988. On se rappelle encore de la refondation. On se rappelle même du projet du président Henri Konan Bédié, les 10 travaux, les 10 piliers. On se rappelle encore du projet de société du RDR de l'époque, le Vivre Ensemble. Donc aujourd'hui, on assiste à, comment dirais-je, à une pauvreté du discours, à une raréfaction de l'offre, un renouvellement qui ne se fait pas, à une division aussi, même si effectivement l'opposition n'est pas censée s'unir. Mais c'est la meilleure garantie pour elle. En témoigne par exemple Yopougon. C'est la meilleure garantie pour elle pour, on va dire, fragiliser un peu sur ses acquis comment dirais-je, le parti au pouvoir. Effectivement, l'un mis dans l'autre, ça va, comment dirais-je, provoquer cette bérésina-là, puisque c'est le plus mauvais score. Si tant est-il qu'on doit arrimer le PPA au FPI, historique, j'ai envie de dire, c'est le plus mauvais score, puisque le FPI rentre dans le jeu avec, je parle sous le contrôle du bateau, une neuvaine de communes en 1990. Aujourd'hui, 2, même s'il y en a 10 quand même qui sont à grignoter avec le PDCI, le score est quand même désastreux. Ça mérite justement de renouveler la réflexion, une autocritique autour des organes de ces partis-là. Et pourquoi pas de réfléchir à recoller, n'est-ce pas, les tissus déchirés, les bouts déchirés de cette gauche-là qui avait fait rêver à l'époque. J'arrive ? Oui, alors le PPACI est le grand perdant de ces élections. C'est bien dommage parce qu'avoir une gauche forte, ça équilibre un petit peu la démocratie. Ils ont perdu dans tous leurs bastions traditionnels, dans l'enclave à Kié, au centre-ouest, à l'ouest. Toutes les grosses têtes du PPACI sont tombées. Beroulaï, président exécutif, Assoa Adou, Léon Monnet, qu'on vient de voir tout à l'heure, Damana Picasse, Stéphane Kipré, etc. Même Koné Katinan, le porte-parole, à Port-Boué. Moi, la lecture que je fais de cette débâcle part de l'arrivée du président Gbagbo. J'ai toujours insisté sur cette arrivée ratée. Il avait réussi, en étant à l'extérieur, à avoir une aura formidable dans toute l'Afrique. Et je pense qu'il aurait dû mieux gérer son retour, parce que ce retour raté a fait exploser la gauche. Et quand vous avez une gauche aussi puissante qu'elle l'était de 2000 à 2010, quand vous voyez qu'elle a éclaté en MGC, en PPACI, en FPI, en COGEP, mais comment voulez-vous qu'un PPACI qui vient d'être créé en 2021, là, puisse faire une razzia ou récupérer ces bastions? C'est impossible. Parce que dans le bastion du fameux PPACI en question, eh bien, on a des gens du FPI, on a des gens du MGC, on a des gens du COGEP qui ne seront pas d'accord avec telle ou telle alliance qu'ils ont faite à gauche ou à droite. Si le FPI n'est pas d'accord que le PPACI ait fait une alliance avec le PDCI, eh ben, ils ne vont pas voter le PPACI. Et si nous, si le PPACI n'est pas d'accord que le FPI soit allié au RHDP, ils ne voteront pas. Donc, c'est une... Comme disait mon Eddy tout à l'heure à droite, c'est un moyen déterminant, enfin l'union est un moyen déterminant pour faire trembler le pouvoir en face. Parce qu'effectivement, force est de reconnaître que le pouvoir non seulement a les moyens de sa politique, mais a une stratégie. Qu'elle soit bonne ou pas bonne, le pouvoir a une stratégie. Et en face de vous, quand vous avez un pouvoir qui a des moyens et une stratégie, quand vous partez désunis, il n'y a aucune chance que vous gagnez. L'exemple le plus typique, c'est l'exemple de Yopougon. C'est l'exemple le plus typique. J'entends des gens dire, oui, même si on s'était alliés avec les fraudes et compagnie,
il aurait quand même gagné. Mais peut-être que ça aurait été plus dur pour lui. Et on ne sait pas ce qui serait advenu de Yopougon. Donc c'est vraiment l'exemple symbole de la désunion de l'opposition qui a fait qu'il y ait eu ce résultat du parti au pouvoir. Vous avez parlé de fraude, quoique pour l'instant, rien ne prouve qu'il y a eu des fraudes. Hein. Tout à fait, j'ai mis ça au conditionnel. Parfait. Franck Stéphane? Je pense que sur la prétendue débâcle de l'opposition, ou du moins de la gauche... Pour vous, c'est une prétendue, ce n'est pas une débâcle? J'essaie de nuancer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans l'acception populaire, l'impression qui se dégage, c'est que les gens ont encore dans leur esprit la carte électorale, sinon l'environnement électoral de 2010. Entre 2010 et 2023, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Quand on parle de bastion naturel, un bastion qui n'a pas été mis à l'épreuve électorale en 13 ans, pour moi, ça ne justifie pas qu'on le considère encore comme un bastion. On le considère comme un bastion sur la base de quoi? De 2010, je vais même aller plus loin, depuis 2001, corrigez-moi si je me trompe, il n'y a pas eu d'élection municipale à laquelle la gauche aurait participé. Depuis 2001. Ça veut dire que ça fait 22 ans, la population électorale ne s'est pas mobilisée, si on parle d'idéologie, du côté de la gauche pour aller aux élections. Municipales. Aux élections municipales. Donc on ne peut pas s'attendre à plus que ce qu'on a obtenu là. C'est pourquoi je nuance ce propos. On me dit qu'il y a des bastions dans le peuple acquis à l'ouest et tout. Bon, si on prend une comparaison par rapport à ce qui s'est passé en 2001, où la gauche n'avait eu que 33 communes, si mes souvenirs sont bons, je pense que pour un électorat qui n'a pas été mobilisé en 22 ans, on ne doit pas s'étonner d'en avoir 2 ou d'en avoir 3 ou avec Alliance, ce genre de choses. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que beaucoup d'électeurs de la cuvée 2010, c'est une analyse encore personnelle qui n'est pas prouvée forcément par des chiffres, je pense, ont encore les stigmates de ce qui s'est passé en 2010. Si bien que quand vous discutez avec certaines personnes, encore une fois, ils ne représentent peut-être pas la majorité, même le terme élection, ils sont réfractaires. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens pendant ces élections, les encourageant à aller voter. On te dit, à vos élections là, à la fin, ça se termine toujours par... Les gens gardent encore les stigmates... Les gens ont les stigmates encore de ce qui de la crise de 2010-2011. L'autre chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de migration de population. Malheureusement, qu'on occulte de l'analyse. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui étaient encore inscrits à Yopougon, qui sont à Cocody où j'habite, te disent, moi, je ne peux pas faire le déplacement. C'est votre cas aussi, vous? Non, du tout. Moi, en 2018, j'étais inscrit à Jacquesville. Là, je suis inscrit maintenant à Cocody. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de migration de population. Les mises à jour sur les listes électorales n'ont pas été faites. Donc, je veux dire que ces différents ingrédients-là battent en brèche le fait qu'on puisse aujourd'hui, encore dans l'acception populaire, s'appuyer sur de prétendus bastions. Donc, ça, c'est le premier point de l'analyse. Le deuxième point, bon gré, malgré tous ces éléments que j'ai cités, il faut qu'aujourd'hui, l'opposition, je ne veux même pas parler de la gauche, parce qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement, sauf à me tromper, je ne pense pas qu'on vote pour des idéologies. On est encore trop peu mature pour ça, je pense. C'est un avis très pertinent. C'est un avis mais pertinent, tout de même. Voilà, je ne pense pas qu'on vote pour des idéologies. J'étais même dans un groupe avec un ami, bac plus 5, plusieurs dizaines d'années d'expérience, qui demandait, mais la gauche, ça veut dire quoi? La droite, ça veut dire quoi? Bon, à plus forte raison, voilà. Donc, on ne vote pas pour des idéologies. Et ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la gauche, ou du moins l'opposition, doit faire son autocritique en se disant quel est mon réel positionnement sur l'échiquier politique. Je prends un parti comme le PPACI, voilà, qui, dit-on, a installé des bases, ce genre de choses. Aujourd'hui, il faut se poser la question. Ces bases qu'on a installées là, quel a été leur résultat? Et ça, il faut se poser la question. Est-ce qu'on n'a pas fait des choix par complaisance? Est-ce qu'on n'a pas fait ceci? Est-ce qu'on n'a pas fait... Moi, je n'ai pas peur ni honte de le dire. Il faut se poser
de véritables questions. Est-ce que sur le terrain, on a été actif? Est-ce qu'on a ravivé la flamme du militantisme chez des gens? Est-ce qu'on les a fait se lever de chez eux pour aller voter? Voilà des sujets, autant de sujets. Mais encore une fois, et c'est là que je vais terminer mon propos, encore une fois, tous ces éléments-là ne pourront nous permettre d'aller de l'avant que si l'environnement électoral est serein. Et aujourd'hui, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, moi je pense que la CEI peut-être devrait s'appuyer sur des organismes d'État comme l'INS et tout, avec des gens qui ont l'habitude des enquêtes, de la collecte des données, pour faire des élections un gage de sécurité, un gage de stabilité. C'est aujourd'hui écœurant d'aller dans certains bureaux de vote et de voir, même à Abidjan ici, des agents de la CEI qui ne savent même pas comment les tablettes qui sont dans leurs mains fonctionnent. C'est à croire qu'il n'y a même pas eu de séance pilote, de tests, ce genre de choses. Et on a le président de la CEI qui écume les plateaux, mais qui nous dit avec force et conviction que tous ces agents sont bien formés, ils savent, ils sont dans les rouages de la chose électorale. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on n'a pas une seule localité où il n'y a pas eu un peu de gabruge lorsqu'on comptait les voix. Bon, sauf dans des zones que Aristide connaît mieux que moi, où on a un seul candidat et tout, où on fait 100%, voire 102% de taux de participation et tout. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais aujourd'hui, l'environnement électoral, la CEI doit se poser des questions. Il ne s'agit pas de venir réciter des articles de loi sur des plateaux. Il faut s'assurer que sur le terrain, nos agents maîtrisent le dispositif électoral. Nos agents, parce que j'ai vu des vidéos où on est en train de faire le décompte, les agents de la CEI chassent les populations. Non, vous ne devez pas être là pendant qu'on fait... Ce n'est pas vrai. Rien n'interdit aux gens d'assister au décompte. Il faut beaucoup plus de sensibilisation. Les gens sur le terrain ne savent pas. Le temps court, je suis obligé de... Aujourd'hui, on a des structures comme l'INS qui peuvent être appuyées par des écoles comme l'UNCA et tout, qui peuvent aider la CEI à accomplir son devoir pour nous permettre d'avoir des élections sereines. Et je vous assure qu'en le faisant, en rassurant les populations, les gens sortiront de chez eux. Ils sauront que leur vote, il est utile. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se disent que à quoi bon? D'accord. Il me semble que M. Bro Yannick, qui nous appelle de Yopougon, pense comme vous finalement. Il estime que l'opposition doit prendre acte de cette grande débâcle et se réorganiser en vue des prochaines échéances. M. Bro Yannick, bonsoir. Bonsoir, M. Ali. Nous vous écoutons. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Voilà, donc je disais tantôt, l'opposition doit prendre acte de cette défaite. Parce que ça, c'est vraiment une moisson assez maigre. Donc, l'opposition doit prendre acte et puis se réorganiser, s'unir. Parce que si on prend l'exemple de Yopougon, on voit que l'union a manqué. Donc, cette union, nous devons vraiment la mettre en place pour 2025. Parce que là, c'est la vision qui est là en ce moment. Voilà. D'accord, merci beaucoup M. Bro Yannick. Guillaume Bato, c'est à vous. Oui, bon, moi je pense qu'il faut dire les choses clairement. La situation de la gauche aujourd'hui, encore que quand on parle de gauche, il faut faire très attention, parce que les gens qui se disent de gauche, qui en réalité ne sont pas de gauche. Mais je vais y revenir. La situation de la gauche aujourd'hui, c'est l'échec du Gbagbo ou rien. Il faut le dire clairement. C'est l'échec du Gbagbo ou rien. L'échec du Gbagbo ou rien inspiré par Mme Nadi Bamba. Il faut dire les choses les plus simplement du monde. Depuis 2014, et la volonté du président Gbagbo de liquider le FPI, nous en sommes là. Le Gbagbo ou rien qui a conduit, parce que moi je suis membre de la direction du FPI, c'est vrai, nous sommes déçus de la défaite du président Afi. On va y revenir peut-être certainement. Mais je dis, aujourd'hui, le FPI, contrairement à ce qu'on dit, le FPI résiste. Parce que le projet du président Gbagbo, c'est la liquidation pure et simple du FPI. Il a dit, en août 2021, nous allons enlever le contenu et laisser l'enveloppe vide à Afi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son projet, c'était de liquider le FPI. Mais aujourd'hui, le FPI, au terme de ces élections, même si le président Afi perd, malheureusement, dans le Moronou, nous avons 300 conseillers en attendant les résultats du Guémon et de la commune de Kubli. Nous avons 300 conseillers régionaux et municipaux. Nous sommes présents dans 91 communes, dans conseils municipaux, et 20 conseils régionaux. Ça, on ne peut pas dire que c'est rien. Parce que le projet initial du président Gbagbo et du PPRCI, c'était la liquidation pure et simple du FPI. Donc,
Aujourd'hui, le FPI, malgré la défaite de son leader, est vivant, n'est pas mort, comme on l'avait souhaité. Parce qu'on parle de l'union à gauche. Moi, je dis, aujourd'hui, je suis désolé, le PPACI n'est pas un parti de gauche. Parce que le discours que le PPACI tient, le grand remplacement, quand le président Oulaï parle de grand remplacement, c'est un discours d'extrême droite. Il n'y a pas de différence entre Zemmour et Oulaï aujourd'hui. Quand il dit qu'il y a eu les populations étrangères ont remplacé la population du Cavalier, c'est le grand remplacement. C'est un discours d'extrême droite. Quand on dit, Stéphane Kipré dit, le ministre Touré Mamadou a fait un forage dans mon village, je cherche son village pour aller lui dire merci. C'est un discours de xénophobie. Voilà. Donc pour vous, c'est ce qui justifie cette maigre moisson de la gauche oui, mais je dis que ce n'est même pas les gens de gauche. Ce n'est pas les gens de gauche. Oh, d'accord, très bien. Ils ont un discours d'extrême droite, ils ont un comportement d'extrême droite, ils surfent sur les contentieux, les divisions des populations. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la cohésion sociale. Nous avons fait ce partenariat de RHDP qui est aujourd'hui un partenariat qui nous permet, je l'ai dit, d'être présents dans 91 communes, conseils municipaux, et dans 20 conseils régionaux. D'accord. Aujourd'hui, le président Afi a perdu. Bon, j'ai parlé de la coalition des milliardaires, la coalition de la haine, parce que le discours qu'on a servi au président du Morino était simple. Afi était porte-parole de la division civile en 2020. Il a fait tuer vos enfants. Il a avec ceux qui ont tué vos enfants. Malheureusement, les cadres locaux du RHDP ont cautionné cette faiture. C'est leur choix. Ils diront au président de la République pourquoi ils se sont mis avec des gens qui traitent leur parti de meurtrier. C'est à eux de s'expliquer, c'est à eux d'expliquer à leur direction. Mais nous, au Front populaire ivoirien, nous pensons que c'est vrai, nous sommes déçus de la défaite de notre chef, mais nous pensons que nous avons fait mieux que résister. Et nous sommes très heureux d'avoir fait ce partenariat. Nous allons continuer de travailler. Je dis aujourd'hui, par exemple, on a des conseils municipaux à Bako, à Dula, à Seyidougou, à Tiémé, dans le Kabadougou. On a des conseils municipaux dans le Poro, à Guimbé, à Dikodougou, etc. Dans le Gontougo, partout, nous sommes là. Donc, il faut qu'on fasse la différence. Les gens qui appellent à l'union de la gauche, mais on va s'unir sur quoi? Autour de Nadi Bamba? Ce n'est pas possible. Guillaume Bateau, il ne faut pas en faire une affaire de personne aussi. Non, mais je dis, ce n'est pas une affaire de personne, c'est la triste réalité. Demandez au cadre du PPACI. Moi, j'étais, avant de venir ici, sur une plateforme des cadres du PPACI qui font le débat. Aujourd'hui, le parti est dirigé par Madame Bamba. C'est la triste réalité. Bon, d'accord, c'est votre point de vue, on le respecte, évidemment. Ce sont les faits. Vous terminez? Je termine pour dire que c'est l'échec de Gbagbo ou rien. Les Ivoiriens ont bien compris qu'une seule Hirondelle ne peut pas faire le printemps. Le président Gbagbo et ses amis ont pensé qu'ils pouvaient liquider le FPI. Ils ont compris qu'ils ne pourront pas. Le FPI est encore plus. On vous a bien compris, Guillaume Bateau. Nous allons continuer de travailler pour améliorer, pour recruter, pour faire cette union de la gauche se faire avec de vrais leaders. Là, vous projetez, on reviendra sur les projections. Ne vous inquiétez pas. Professeur Bangali. Je pense que la débâcle de l'ancienne majorité présidentielle est la conséquence d'un ensemble de choix qui ont été faits. Cela a été déjà dit ici. Mais disons que les leaders de ce parti politique ont envoyé des signaux négatifs qui ont contribué à la démobilisation de leur électorat, tout simplement. Quand le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, avant qu'il ne soit là, sa base construit autour de sa personne un mythe messianique. Donc, c'est le libérateur qui serait, par rapport aux élections de 2010, le vrai président légitime. C'est lui qui est là, le président légal, mais celui qui vient, c'est le président légitime. Quand il arrive, il va entraîner une sorte de séisme politique parce qu'il va rassembler ses partisans et contrebalancer le pouvoir qui est en place, qui ne serait pas légitime. Quand il arrive, en lieu et place de ce mythe-là, il devient en quelque sorte l'auto-saboteur du mythe qui a été construit par ses partisans autour de sa figure. Quand il arrive, il ne vient pas en tant que réconciliateur, mais il vient en tant que quelqu'un qui a choisi une partie du conflit et progresser avec cette partie du conflit-là. Et il se retrouve aujourd'hui dans une situation de quelqu'un qui a eu le temps de faire des choix et aujourd'hui qui se retrouve dans une situation où il faut faire face aux conséquences des choix qu'on a faits. Parce que l'impression aujourd'hui qu'on voit le PPACI, c'est l'impression d'un parti qui est dans l'impasse. Au niveau national, votre leader historique n'est même plus sur la liste électorale, ne peut pas participer avec certitude aux élections présidentielles 2025. Et donc, quand vous êtes dans un parti politique où vous ne voyez pas de perspective, dans un contexte de fragilisation où l'émiettement est tel qu'aujourd'hui, pratiquement chacun allait de son côté avec son bout de l'ancienne majorité présidentielle, l'ancienne LMP,
finalement, vous avez affaire à des militants qui ont l'impression que les dirigeants ont choisi de défendre non pas une cause commune, celle de rassembler, mais chacun lutte pour son intérêt. Donc on est dans une logique où chaque militant est dans une logique désormais de sauve qui peut, de lutter pour son intérêt individuel. La plupart, dans certaines circonscriptions, par exemple du Gor et du Bas-Sassandra, beaucoup de candidats du RHDP se sont fait élire en s'appuyant sur les anciens relais de l'ancien système LMP. Parce qu'avec l'impasse qu'il y a aujourd'hui au niveau national de leur parti, la plupart de ces jeunes ne voient plus d'avenir avec ce parti politique. Et donc, il y a une sorte de démobilisation. J'ai vu des vidéos concernant un cas, par exemple, à Grand Laou, où le représentant du candidat PPACI, qui a assisté au décompte, a gardé par devers lui le PV et qui n'a pas remis à son candidat. Et donc, ils sont venus faire une conférence pour dire qu'il a été soudoyé par le candidat du RHDP et qu'il refuse de remettre les PV à son candidat qu'il a mandaté. Donc, voici un peu dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui. Il y a un niveau de démobilisation tel qu'aujourd'hui, les militants de ce parti, ne voyant pas de perspectives d'avenir avec le parti, parce qu'au niveau national, le leader est dans une situation où il n'est pas sûr de participer aux élections présidentielles, et au niveau de la cohésion interne, il y a un niveau d'émiettement qui donne l'impression qu'on n'a pas suffisamment la capacité de mobiliser les courants contraires d'hier. Parce que quand on parle de front, à l'origine, la gauche, c'est un mouvement de front contraire, d'opinions contraires qui se mettent ensemble, qui fédèrent pour créer ce qu'on appelle le Front populaire ivoirien. Donc je pense que c'est une sorte de constante historique d'avoir des opinions qui s'opposent à l'intérieur de la gauche. Alors il fallait simplement qu'il y ait un repère qui se positionne au-dessus de ces courants-là, qui essaie de les orienter comme une machine dans la direction de l'objectif qu'on s'est fixé. Au lieu de cela, le président lui-même, il arrive, il a même répété dans la conférence qui a précédé les élections, il dit qu'il n'est pas là pour être le leader de la gauche. Mais je me dis, mais attendez, si vous avez un objectif politique, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un appareil. Et donc si enfin vous avez des gens qui rassemblent, mais comment est-ce qu'on peut mener une telle analyse et puis donner l'impression aux militants qu'il y a une perspective, qu'il y a un avenir avec ce parti? Donc, je pense qu'à cause des messages contraires que ces dirigeants ont envoyés à leurs militants, il y a une démobilisation claire. C'est la même chose au niveau du FPI. Quand vous avez été le porte-parole du CNT et que vous avez envoyé le message de quelqu'un qui était l'ennemi juré du président Alassane Ouattara, vous êtes allé même jusqu'à le traiter de Hitler ivoirien. Et qu'aujourd'hui, parce que, comme vous le dites, votre leader historique a décidé de liquider l'ancien FPI, vous allez embrasser celui que hier vous avez qualifié de diable. Mais écoutez, quel signal vous envoyez à vos militants? Mais bien sûr, il y aura une sanction de la base. Parce que vous les avez entraînés, vous les avez entraînés dans une cause et vous les avez abandonnés là-bas pour prendre le... Ce que vous dites, professeur Bangali, c'est qu'il y a une sorte d'incohérence. Il y a eu des signaux négatifs qu'ils ont envoyés à leur base. Aujourd'hui, ils sont en train de payer. Ils ont entraîné une démobilisation. S'il vous plaît. Absolument, non. Le PLC, il était dans le dossier civil. On parle du cas. Ils ont voté, Mme Aka Véronique. Guillaume Bateau, s'il vous plaît, on laisse le professeur Bangali terminer. Je parle des leaders du CNT. Le président BDP à son âme. Non, Mme Aka Véronique n'était pas impliquée dans le CNT. Donc je pense qu'ils ont envoyé des signaux contraires à leurs militants qui ont entraîné une démobilisation. Et aujourd'hui, il faut assumer tout simplement et tirer les conséquences de ce qu'on a posé comme acte. Parfait. Aristide Nkenda. Oui, tu me permets, Ali, de dire à Stéphane qu'il est jaloux de notre victoire. Il a fait allusion tout à l'heure avec message subliminal. Tu es jaloux de notre victoire, Stéphane. Donc, nous avons gagné, donc il faut plutôt nous féliciter. Alors, je voulais simplement dire, Ali, que la débâcle de la gauche, c'est la faute à une seule personne, c'est l'ancien président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, Guillaume l'a dit, il a été incapable de rassembler sa famille politique. Quand il a fait sa conférence, avant que Afine fasse sa conférence, vous avez vu tous les efforts que le président Afine Guessan a fait en tant que président du FPI. Il est allé jusqu'à vouloir le rencontrer une première fois, ça n'a pas eu lieu, il a insisté, il a attendu. Moi-même, j'ai demandé à Guillaume de prendre un rendez-vous pour que j'aille poser un certain nombre de questions au président Afine Guessan. Il m'a expliqué, il m'a dit, je ne pouvais pas être le premier à partir. Il fallait que les gens ne pouvaient pas comprendre parce que, comme dit le professeur Bangali, c'était une figure emblématique de la gauche. Et les gens ne pouvaient pas comprendre que ce soit Afine qui soit parti, on l'avait traité de traite. Et il a été le premier à dégainer en disant je lui laisse l'enveloppe vide. Mais pourquoi est-ce qu'il le faisait? Je l'avais dit sur ce plateau. Il voulait créer un parti
il a dit dans sa conférence, je ne veux pas être le leader de la gauche, je ne veux pas la chambre de la gauche. Il voulait donc créer un espace. Et comme a dit Afi dans sa conférence, on attendait le rassembleur, mais on a vu débarquer un monarque qui voulait qu'on l'adore. Il veut créer un espace où on va plus dire on était ensemble sous le pont à Dabou, c'est nous qui avons créé. Et vous avez vu que du moment où il se retire, tous les autres, il y a le MG, le parti de Gbagbo, Afi essaie de sauver le FPI, il y a Charles Bégoudé qui revient. D'ailleurs, j'avais posé la question de savoir comment est-ce que le président Gbagbo lui-même, quand il revient dans l'avion, quand on lui pose la première question, il ne dit pas que ce qui me touche, c'est que je ne suis pas avec mon fils, parce qu'ils étaient en cellule ensemble. Il laisse. Et donc, il n'est plus dans la vision politique, il n'est plus dans le champ politique. Le président Gbagbo, il a même dit, Guillaume Bateau a titré à la une de son journal qu'il jette l'éponge. Il a dit, et c'est pas sûr qu'il soit candidat en 2025, donc il est dans un autre schéma et qui renvoie donc comment on appelle ça, cognitive, comment on dit ça, ça renvoie quelque chose que les militants ne comprennent pas. L'expression m'échappe. C'est un mauvais signal. Un mauvais signal aux militants. Donc, le véritable responsable de la débat de la gauche, c'est le fait que le président Gbagbo lui-même soit incapable de rassembler sa famille politique, et ça a donc entraîné tout ce que ça a pu entraîner. Voilà. À présent, on va analyser, messieurs, le score du PDCI-RDA qui se présente comme finalement la deuxième force politique du pays. Malgré l'expansion progressive du RHDP, le parti au pouvoir, sur l'ensemble du territoire, le PDCI-RDA résiste bien en se maintenant sur son socle dans le centre du pays. On fait le point avec Pierre Dipomelin. « 22 communes, 3 régions. C'est la part du PDCI dans les 201 communes et 31 régions soumises au vote des Ivoiriens. Si le vieux parti a été repoussé par la marée orange du RHDP, le parti au pouvoir, le PDCI-RDA n'a pas perdu toutes ses forteresses. Comme un baroud d'honneur, il a témérairement et jalousement conservé quelques bases dans le centre du pays. La plupart des citadelles dans le Ifou, région de son défunt président, Aimé-Henri Konan Bédié. Au niveau du district d'Abidjan, les communes du plateau, de Marcory, de Port-Boué et de Cocody ont été maintenues. Autre ville importante, Yamoussoukro, la capitale politique et administrative, également sécurisée par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est maintenant clair pour tout le monde, c'est la deuxième puissance politique du pays qui a fait montre d'une grande résilience après sa scission avec le RHDP, mais surtout après le décès brutal de son guide, Henri Konan Bédié. On va faire le chemin inverse. On va commencer avec vous, Aristide Nkenda. Réaction à cette résistance du PDCI-RDA? C'est normal. Déjà, tout à l'heure, l'expression m'échappait, c'est la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, voilà, d'accord. Dissonance cognitive. Alors, ça se comprend. Hein. On ne peut pas le nier. Le PDCI-RDA, c'est quand même le premier parti de Côte d'Ivoire. C'est le parti qui a moulé tous les autres hommes politiques. Je crois qu'ils auraient fait un plus meilleur score s'il n'y avait pas eu donc, cette situation de deuil, parce que ça a quand même joué, vous imaginez, et ça m'amène à exposer sur une vidéo que m'a envoyée mon excellent confrère Saïd Penda, où il disait que les partis politiques sont très attachés, sont rattachés finalement aux leaders qui sont très forts. Et on a senti ça avec le départ du président Henri Konan Bédié. Mais ce que nous devons redouter, c'est surtout qu'il y ait que la CNI continue. C'est-à-dire que, vous savez, généralement, quand le chef n'est pas là, il y en a qui estiment qu'ils sont là pour le chef et que s'il n'est pas là, ils vont peut-être aller voir ailleurs. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des partis d'opposition qui soient assez forts pour pouvoir donc apporter la réplique aux partis au pouvoir, de sorte que c'est ce qui fait donc grandir un pays. Quand il y a le débat, quand il y a une scène politique qui est assez animée, mais j'ai peur que dans les jours à venir, qu'on sente des débouchages, des gens qui quittent peut-être le navire. Donc, ce n'est pas mon souhait. C'est peut-être une information que tu nous donnes. Non, je dis que ce n'est pas mon souhait, mais je dis qu'on l'a vu en 1980, après le décès du président Houphouët. Vous avez vu ce qui s'est passé après.
et la scission au sein toujours du même parti. Premier schisme. Donc vous dites que le parti peut s'exposer à un schisme, parce que comme cela je rappelle avec l'élément de Saïd Penda, où il a expliqué que les partis politiques en Afrique, généralement, sont attachés... Ne résistent pas au départ de leur grand leader naturel. C'est une lecture. C'est pas mon souhait. Sauf le PDCI. Voilà. D'accord, c'est une lecture, monsieur. Professeur Bangali. Ok, je pense que pour moi, déjà le score en lui-même, il est honorable. Mais je m'attendais à ce que ces élections-là soient une occasion de test de légitimité de tous ceux qui avaient la prétention de diriger le parti après le départ du président Henri Konan Bédié. Vous faites allusion à qui? Bon, forcément, Jean-Louis Billon, le président, disons, le ministre Diam Thiam, je fais également allusion à Thierry Tano, mais aucun de ces pompes du PDCI n'était engagé dans la compétition. Était engagé directement. On a vu certains soutenir des candidats. Oui, bien sûr. En tant que cadre du parti, ils ont apporté leur appui aux candidats qui étaient en lice, contrairement à ce qu'on a vu en face, que ce soit au PPACI ou encore au niveau du RHDP, où pratiquement tous les ministres ont été jetés dans la bataille. Je pense que c'était l'occasion, surtout, pour ceux qui avaient l'ambition de prendre le contrôle, de diriger soit l'appareil politique ou à travers la convention, de se proposer comme candidat pour 2025, de faire une sorte de test de légitimité avant l'heure, parce qu'on ne peut pas vouloir avoir une ambition nationale si on ne se rassure pas d'avoir quand même un bastion, un ancrage local, et à partir duquel on peut être propulsé au sommet. Donc pour moi, je pense que c'est ce que j'avais espéré, que ça allait être l'occasion... Que ça allait être l'occasion... Vous n'allez pas jouer les troupes, Jean-Yves. On le laisse terminer, après vous aurez la parole. Il faut dire... J'espérais que ça allait être l'occasion... Non, s'il vous plaît, messieurs, terminez. De se jeter dans la course afin qu'on puisse en juger. Parce que si le risque, c'est que quand on va directement se faire élire par les instances du parti et qu'on prend le contrôle du PDCI, je pense qu'il y a aussi cette dimension de la contribution populaire des militants, en tout cas au sens de la démocratie directe, qui est un peu occultée parce que ce sont les responsables des sections qui vous votent. Il n'y a pas de garantie qu'après, quand il sera venu l'heure du texte électoral, au sens des présidentielles, vous puissiez répondre le moment venu. Donc je pense que c'était, de ce point de vue-là, une occasion ratée pour ceux qui avaient l'ambition de reprendre le relais après le président Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié. Voilà, de faire ces tests-là, ce test de légitimité. D'accord, très bien. Guillaume Bateau? Oui, bon, moi je pense que le PDCI fait un bon score, mais il faut dire les choses aussi. Le PDCI quand même paie dans le Gbeke, et la commune de Bouaké et la région du Gbeke. C'est pareil, le PDCI paie la région du Nzi, dans le pays baoulé. C'est vrai, ils résistent à Yamoussoukro, bon, ils font illusion dans la Nawa, mais la vérité, c'est que le PDCI recule. Et quand même, il faut apporter un bémol. On sait qu'au plateau, les élections ne sont pas du tout bien passées. Sur votre antenne, même le président de la CEI même l'a reconnu. Il a même reconnu que certains agents de la CEI... Les bureaux de vote au plateau, par exemple, ont ouvert parfois à 14h, à 16h. Ouais. Ils se sont fermés à 22h. Oui, mais le vote ne se fait pas la nuit. Donc, les militants de PDC sont les militants nocturnes au plateau. Mais pourquoi vous... Bon, donc... Mais les gens de Yopog n'ont pas eu ça. Pourquoi, s'il vous plaît, s'il vous plaît? S'il vous plaît, c'est moi qui pose la question, Jean-Yves. Ne vous y mettez pas aussi... Jean-Yves, alors, les bureaux de vote étaient ouverts de 14h à 22h pour tous les militants. Je prends par la cité policière, il n'y a pas d'électricité, ils ont obligé d'arrêter à 18h, alors qu'ils ont ouvert à 16h. Non, ce que je veux dire, c'est que c'était valable pour les militants du PDCI, du RHDP, pour tout le monde. C'est ce que je voulais dire. Ils sont plus forts dans la nuit. Bon, ça, c'est votre commentaire. Je vous laisse l'entière paternité. Il y a un bémol quand même sur le plateau où le vote ne s'est pas tout bien passé. D'accord. À part de cela, effectivement, ils gardent les communes Cocody, Port-Boué et Makori, bon, dans encore des conditions. Bref, pour dire que le PDCI, il ne faut pas oublier quand même que le PDCI a dit ce pays pendant 40 ans, sans partage. Donc, aujourd'hui, le parti se rétrécit et se replie, s'accroche au vote communautaire, avec un discours, on l'a dit ici, je l'ai dit déjà, avec un discours vraiment purement tribaliste, il faut le dire. Dans le pays baoulé, on a ceux qui ont fait campagne là-bas, on a vu les discours. Si vous votez ceux-là, voilà ce qu'on va vous faire, vous allez voter les étrangers, etc. Donc, je dis, c'est malheureux pour le PDCI, qui va décroître progressivement. Parce que, avec ce discours, avec cette absence complète d'offres politiques, avec la disparition du président Bédié, bon,
on va avoir la confrontation bientôt pour... mon ami Esso, il attend patiemment que son ami Thiam devienne président du PDCI. Je ne sais pas si ça va être le cas, je le lui-souhaite, mais ça va être la bataille. Ça va être la bataille. Donc le PDCI aujourd'hui, je veux dire, fait illusion. Hein, c'est une image en trompe-l'œil, une image de loup. Bon, on fait quoi? On a l'impression qu'ils existent, mais je parie que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si le ministre Thiam ne devient pas président du PDCI, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va en devenir. Franck Stéphane, rapidement, messieurs, on est obligé d'aller au pas de course. Hein. Le PDCI qui résiste, bon, j'ai un peu du mal avec ce... Pour vous, le PDCI n'a pas fait de preuve de résilience dans ces élections? Résilience, quand on est dépossédé d'un peu plus de 30 communes, si mes chiffres sont bons. 28, oui. 28, voilà. Une bonne vingtaine, en tout cas. Une bonne vingtaine, 28 communes. Est-ce qu'on appelle ça de la résilience au lieu d'appeler ça plutôt une saignée? Résilience, quand on est dépossédé d'un certain nombre de régions traditionnellement historiques, pour emprunter les termes que les gens ont utilisés ici, comme les bastions et tout. Donc, à côté de cela, comme Aristide ou quelqu'un d'autre l'a dit, on a en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique des militants qui s'identifient à la figure, à la titulaire du parti. Donc, cette défaite du PDCI pourrait aussi s'expliquer par le décès de ce grand homme d'État, le président Henri Konan Bédié, quelques semaines avant les élections. Peut-être que les militants étaient dans leur deuil, ils n'ont pas voulu sortir, ce genre de choses. Il peut y avoir ça. Mais à côté de ça, je rejoins la première analyse que j'avais faite, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition doit se poser de vraies questions. De vraies questions sur comment est-ce que nous allons reconquérir le pouvoir d'État. Le professeur Bangali l'a dit, que c'était peut-être un test de légitimité pour certains leaders qui émergent au niveau du PDCI que de se lancer là-dedans. Bon, mon voisin a rappelé rapidement l'exemple du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui n'a eu aucun poste électif avant d'être président de... Donc, ça peut être une stratégie. Parce que le fait d'aller aussi et de perdre, ça peut décrédibiliser ce candidat-là, comme on l'a eu dans d'autres partis. Donc, il préfère peut-être entretenir le mythe. C'est un exercice délicat, en tout cas. C'est le camouflage. S'il vous plaît. Guillaume Bateau... OK, je vais continuer. Terminé, Franck Stéphane. Voilà, peut-être que c'est une stratégie pour entretenir le ministère et eux revenir. Sauf que, il ne faudrait pas qu'après, lorsque certains militants le leur rappelleront, ils s'en offusquent. Parce que, bon, voilà, on a des intentions qu'on prête au ministre Tidjane Thiam, qui n'a jamais ouvertement répondu à cette question. Moi, je m'en tiens juste aux propos de son grand frère sur l'une de vos chaînes concurrentes qui a dit que ça n'intéressait pas son petit frère. Il l'a dit clairement. Mais bon, d'autres personnes sont convaincues qu'elles peuvent porter à la place du ministre Tidjane Thiam son ambition présidentielle, pas de problème. Sauf que lorsque le moment viendra et qu'il se rappellera qu'il veut être candidat, si des militants le lui rappellent, son inactivisme, il ne faudrait pas qu'on soit étonné. D'accord. À côté de cela, il y a d'autres... Là, vous vous projetez déjà sur les futures échéances. Justement, donc je vais revenir un peu au sujet terminé. Oui, terminé. À côté de ça, il y a d'autres leaders qui ont accompagné les candidats dans les élections, ce genre de choses. Jean-Louis Billon notamment. Jean-Louis Billon, le ministre Thierry Tano, et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'instar du PPACI, le PDCI et tous les autres partis de l'opposition doivent se poser de réelles questions. Un parti, il se crée pour conquérir le pouvoir d'État ou alors apporter des propositions concrètes au vécu des populations. Aujourd'hui, malheureusement, on en a très peu, même du côté du PDCI. Moi, je fais une projection, je ne suis pas Nostradamus, mais pour nos deux partis, vous pouvez me prendre au mot, si leur candidat à la présidentielle de 2025 n'est pas choisi avant la fin de cette année, je leur conseillerais de penser à 2030. Parce qu'un candidat doit pouvoir rencontrer les gens sur le terrain, se faire connaître, ainsi de suite. On parle du côté du PDCI de février 2024, du PPACI peut-être quelques mois avant les élections de 2025. Je ne sais pas de quoi procèdent ces stratégies-là, mais je fais cette prédiction-là. Si le candidat n'est pas choisi avant la fin de cette année pour disposer d'au moins 2 ans pour investir le terrain, il faudrait qu'ils oublient et qu'on se donne rendez-vous en 2030. Je pense qu'on a attendu un changement de président pour certaines personnes. C'est suffisamment clair, Franck Stéphane. Présence, on peut encore attendre. C'est suffisamment clair. Jean-Yves Sissesso. Oui, alors,
je suis très heureux que l'âme du ministre Tidjane Thiam plane sur ce plateau, alors qu'il n'a même pas, enfin l'esprit, alors qu'il n'a même pas ouvert la bouche sur ce qui se passe actuellement. Le PDCI est un parti structuré. Je ne cesse de le dire à chaque fois. Nous avons des modes de fonctionnement qui surprennent quelquefois certains excités, qui aimeraient qu'on saute dans tous les sens, mais nous sommes structurés. Alors, nous venons d'avoir une charge émotionnelle très très forte. Parce que comme disaient certains intervenants tout à l'heure, certains partis politiques sont très attachés à leur leader. Et le président Bédié n'était pas qu'un président de parti, c'était un grand-père, c'était un père ouvert qu'on allait voir très souvent. Moi, j'ai été particulièrement affecté parce que 2 jours avant son décès, j'ai perdu mon grand frère biologique. Derrière, 2 jours après, je perds mon père spirituel politique. 1 semaine après, je perds mon oncle, qui est mon parrain du mouvement que j'ai créé des 4 dynamiques, le général Ouassénan Koné. Et pour finir, derrière, oui, je disais, et donc pour finir, je perds l'un de mes meilleurs amis, le jeune Pascal Bracanon, dans tout le mois d'août. Alors effectivement, et je ne suis pas le seul, hein, donc il y a pratiquement tous les militants du PDCI ont subi à peu près la même chose que moi. Donc nous sommes en deuil. Le parti est en deuil. Malgré ce deuil, on constate que... Alors, c'est vrai que nous étions très attachés au président, mais derrière, c'est le président qui soutenait financièrement un petit peu le parti. Alors nous allons à la guerre, nous allons à la bataille avec notre papa qui décède, donc un trou financier énorme, et malgré ça, nous perdons donc 28 communes. C'est pour ça que je parle de résilience. On n'a pas parlé de résistance, on parle de résilience. C'est tout à fait différent. Et derrière, on perd 3 régions. On ne l'a pas relevé, donc moi je le relève pour bien appuyer le fait qu'on a perdu aussi des régions. On a perdu 3 régions, on en avait 6 en 2018, on n'en a plus que 3. Mais franchement, en tant que militant du PDCI, je m'attendais à pire. Et là, je me rends compte que finalement, la structure du PDCI a permis que des candidats puissent fonctionner. Alors, c'est vrai que certaines personnes ont parlé de certains candidats qui devraient se révéler, se faire voir. Je vous signale que nous ne sommes pas adeptes du vuvuzélisme dans le PDCI. Monsieur Thierry Tannot a participé à la campagne de pratiquement tous les candidats. Monsieur Jean-Louis Billon a fait la même chose. Monsieur Tidjane Thiam a financé tous les candidats du PDCI. Et en plus, il a pendant son séjour en Côte d'Ivoire, reçu les différents candidats. Avant de partir, leur a prodigué les conseils qu'il pouvait leur prodiguer. Donc, tous les responsables, tous les leaders politiques ont joué leur rôle. Se sont impliqués vraiment très, très fort. Alors, c'est vrai que si on attend qu'on ait un leader politique qui mette une casquette, un t-shirt et puis qu'il aille dans les rues pour montrer qu'il est présidentiable, c'est pas comme ça que nous fonctionnons. Nous avons une façon très, très simple de fonctionner avec notre personnel politique, avec qui on a de très, très, très proches rapports, qui fait que l'évolution naturelle qui conduit au Congrès et qui conduit à la Convention désigne automatiquement le candidat idéal. Et le candidat idéal sera désigné. Alors, je veux rassurer Stéphane, c'est vrai que il a sa conviction à lui, qui dit que si jamais on ne désigne pas le président avant 2024, il faut se donner rendez-vous en 2030. Mais nous respectons notre chronogramme. Ce qui est important pour nous actuellement, au-delà de toute campagne et de toute élection, c'est d'enterrer dignement le président Bédié. Une fois qu'on aura réglé ce problème de deuil de nos leaders, en mettant de côté, mais vraiment, toutes les
toutes les choses qui pourraient la velléité parasiter... des candidatures... Voilà, toutes les choses qui pourraient parasiter cette bonne organisation les obsèques du président. De ces obsèques-là. Ensuite, on regardera comment on s'organise pour la suite. Très bien. Eddy Guipier, on termine avec vous sur ce sujet rapidement. C'est pas évident. Oui, donc effectivement, je pense que le bilan est quand même mitigé. De prime abord, effectivement, c'est quand même un séisme, il faut le reconnaître, pour le PDCI, RDA, de perdre son deuxième président, ou du moins son second président, parce que le président Henri Konan Bédié devint président à la suite du décès du président Houphouët-Boigny en 1994 lors d'un congrès. Et depuis, il a tenu, autant que faire se peut, les rênes de ce parti-là. Effectivement, il y a eu plusieurs schismes. Le schisme qui conduit à la création du RDR, celui qui conduit à la création de l'UDPCI, etc. Donc, moi, à un certain moment, je pensais, de façon candide, que, effectivement, les élections même auraient été reportées à cause de la mort du président Henri Konan Bédié. Et ça n'a pas été fait. Il est vrai que le PDCI, ayant subi ce séisme-là, s'est quand même mobilisé autant que faire se peut pour essayer de porter certains candidats, en tout cas, dans les circonscriptions tenues. Effectivement, d'Abidjan à Yamoussoukro, qui est emblématique, le PDCI a essayé, on va dire, de se couvrir. Mais c'est là le seul satisfaitisme qu'on peut accorder au PDCI. Effectivement, les chiffres, et mes devanciers l'ont rappelé, les chiffres ne sont pas à l'honneur du PDCI-RDA. Effectivement, Guillaume l'a dit lui-même, l'influence de ce parti-là, naguère unique, national d'abord, puis unique, se réduit désespérément comme une peau de chagrin. Effectivement, passer de 50 communes à 22, c'est quand même perdre 28 communes, passer de 6 régions à 3 ou 4, si on doit considérer l'alliance en question, c'est quand même rétrogradé. Et avec le PDCI, on ne peut pas s'empêcher malheureusement de faire de la projection, et tous les intervenants s'y sont mis, de se dire quel est l'avenir du PDCI sans son chef emblématique. Le président Henri Konan Bédié, c'est 29 ans de pouvoir à la tête de ce parti-là. Et c'est toute une vie dédiée au PDCI-RDA, toute une vie dédiée au PDCI depuis peut-être 1958 et avant, je parle sous le contrôle de M. Issis. Et donc, perdre un homme de cette envergure-là, c'est quand même démobiliser les choses, même si effectivement, comme je l'ai dit en premier lieu, le PDCI a quand même tenu un peu le choc, mais on ne peut s'empêcher de penser à la suite, de se dire comment feront-ils, puisque à la différence de la transition, ou du moins de la transmission du pouvoir, somme toute assez mécanique ou logique entre le président du parti, qui était le président Houphouët-Boigny, et son secrétaire général d'alors, élu comme lui, je parle sous le contrôle encore une fois de mon voisin de gauche, aujourd'hui, vous voyez que... Lequel, le secrétaire général? Le président Henri Konan Bédié? Non, président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale, et au PDCI-RDA. Non, il était secrétaire général. Non, c'était Laurent Donat-Fologo, secrétaire général du parti à l'époque. Ouais. Il y a eu cette transition-là entre, d'une part, le président Félix Houphouët-Boigny et le président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas forcément de lisibilité. Il y a des velléités de part et d'autre qui font craindre, en tout cas, un schisme peut-être de candidats qui auraient été défavorisés par le vote. Et je reprends encore une fois, in fine, l'analyse de Bangali à laquelle je n'avais pas pensé, de se dire que c'est régional et c'est, comment dirais-je, c'est municipal, aurait constitué un très bon test, même si, encore une fois, mon voisin de gauche a émis le cas particulier du chef de l'État actuel qui, justement, n'a été candidat dans aucune circonscription. En tout cas, en 2001, il y a eu une velléité, 2000, avant que finalement sa candidature soit rejetée et qu'il n'ait pas eu ce test électoral-là. C'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel, il faut le dire, parce que pour conquérir dans la nation, il faut quand même essayer d'avoir un petit fief. Mais toujours est-il qu'effectivement, la machine PDCI peut-être saura se relever de ces incuries, de ces avaries, ces avaries-là qui l'ont fragilisé. Avarie, pas incurie, je me suis trompé. Ces avaries-là qui l'ont fragilisé, elle saura peut-être s'aligner devant un chef charismatique, un chef qui pourra tenir cette base régionale et sociologique-là, tout en se projetant sur les élections de 2025. Et je pense qu'ils sont très attendus en l'espèce. D'accord, très bien, monsieur. Les prochaines échéances au PDCI-RDA, évidemment, on en parlera. On respecte le deuil du parti jusqu'aux obsèques du président Henri Konan Bédié. Évidemment, ce parti qui est important, central dans la vie politique en Côte d'Ivoire, sera au cœur de toutes les analyses sur nos plateaux et bien d'autres. Messieurs, nous devrions parler des indépendants. Malheureusement, le temps imparti est arrivé à son terme. On le fera certainement en d'autres occasions, peut-être le dimanche prochain, peut-être après. En tout cas, merci d'être venu faire le débat ce soir. Dr Eddy Guipier, politiste, enseignant-chercheur à l'université Peleforogon Koulibaly de Korogo, professeur Ngoran Bangali, analyste politique, enseignant à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, Guillaume Bateau, journaliste, directeur général de Notre Voix, Franck Stéphane Dédy, consultant
en consultant international en stratégie et finance, Jean-Yves Sisseso, analyste en sociologie politique, enfin Aristide Nkenda, communicant, journaliste, éditorialiste. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, précisément les internautes, vous étiez un peu plus de 7000 à nous suivre ce soir dans le live Facebook de l'émission. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour aborder d'autres questions tout aussi importantes pour la vie en Côte d'Ivoire. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Je vous retrouve demain à 19h50 dans NCI News. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.